Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Cette semaine, je reçois Manal Drissi, que vous connaissez probablement, que vous avez vu à la télé, à la radio, les médias imprimés, tout ça. Écoutez, on a eu vraiment des bonnes conversations. En fait, autant à l'extérieur du podcast qu'à l'intérieur du podcast. Je trouve ça très dommage. Il y a plusieurs conversations que j'aurais aimé pouvoir enregistrer aussi, mais bon, on a quand même du bon stock enregistré également. Très content de la recevoir. Avant d'aller voir le podcast, je vous rappelle que je suis en tournée. Moi, je suis le 12 décembre à l'Assomption au théâtre Hector Charland. C'est la dernière date que j'ai avant 2020. Donc, les gens de l'Assomption, allez checker ça. Également, mon Patreon est toujours en fonction. Si vous voulez vous abonner au Patreon, si vous voulez avoir les épisodes avant tout le monde, c'est possible. 2 $ pour l'audio, 3 $ pour la vidéo. Et également, je pense que c'est ça. Ah non, mais oui, le Dr Mobilo Aquafest, c'est cette semaine qu'on est à Québec. Fait que les gens de Québec, allez checker ça. On est à l'Impérial Belle. Donc, on va écouter Manal Drissi. Let's go. Manal Drissi, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Merci, mais ça va très bien, Merci d'être là à mon podcast. Manal Drissi, autrice, chroniqueuse, on sait plus. Maintenant, je dis slasher. Ah ouais, slasher, carrément. Ça règle. Mais comment tu te définis, toi, comme profondément? Parce que ça a commencé comme par l'écriture. Ça a commencé par... J'ai commencé en étant blogueuse, ensuite chroniqueuse, ensuite conférencière. Conférencière, ah ouais? Ça, je savais pas. J'ai fait de l'animation sur le web à Télé-Québec. J'en oublie. Fait que je dis soit slasher, soit ironiste, parce que je pense que l'ironie, c'est la chose qui... c'est le filon. Ouais. C'est un bon filon. Un filon bien réconfortant, oui, quand même. c'est le fun. mais ça a quand même commencé par l'écriture. Il y a quelque chose d'anonyme, quand même, dans l'écriture. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que... c'est un accident de parcours, un peu, j'ai l'impression, que toi, tu t'es vraiment mis à l'avant-plan, finalement. C'est quelque chose qui est... C'est un bel accident de parcours ou c'est comme quelque chose que t'es pogné dedans pis t'es comme OK, ben j'ai un talent puis j'aime ça puis let's go? C'est un super accident de parcours qui est venu avec son lot de stress puis de décisions puis de, tu sais, justement, étant donné que les choses ont fait boule de neige puis s'accumulaient puis là, j'avais des offres, ben il fallait au fur et à mesure que je décide, OK, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que je suis prête à faire? Qu'est-ce que je suis pas prête à faire? Puis, tu sais, ça change avec le temps aussi. Fait que c'était étant donné que j'avais pas besoin de mettre tant d'efforts dans le fait d'avancer ma carrière, ben je mettais l'effort à savoir qu'est-ce que je voulais faire avec ces opportunités-là merveilleuses qui m'étaient offertes, tu sais. T'as posé tes questions sur ce que tu dis avant de le dire. C'est assez incroyable, ça. Il y a pas grand gens qui font ça. Mais il y a quand même quelque chose de... Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis encore beaucoup? Tu sais, le fait de t'exposer, en fait, s'exposer le bon mot, là, parce qu'après ça, tu reçois des beaux petits messages dans tes DMs, là, tu sais, un peu de haine, bon, les chroniqueurs qui se mettent sur ton cas, puis tout ça, c'est quelque chose qui est... Tu sais, je veux dire, des fois, on le prend à la légère un peu, mais c'est quelque chose de quand même très violent et très difficile à vivre, là. Je sais pas comment toi, tu l'as vécu, puis si ça a été difficile, mais... Je pense que c'est quelque chose d'insidieux dans le sens que, tu sais, un message, deux messages. J'ai quand même la couenne dure, tu sais. Fait que, c'est la vague à un moment donné. Des fois, ça vient en vague. Des fois, ça vient en vague. Des fois, c'est organisé. Tu sais, des fois, c'est vraiment des groupes privés sur Facebook qui, tu sais, c'est des dizaines de personnes sur différentes plateformes. Fait que ça devient prenant, difficile à gérer. Ça rentre dans ta vie privée. Ça rentre, c'est comme dans la paume de ta main un petit peu tout le temps. Mais je te dirais que après 1 an à être dans l'espace public, puis c'est quand même allé vite, donc c'était croissant tout le temps. J'ai remis en question est-ce que je voulais faire ça ou pas. J'ai décidé que j'allais continuer à le faire, mais qu'il fallait que je repense ma vie en fonction de ça pour me protéger. Mais dans la dernière année, c'est pas tant une question de savoir est-ce que je veux être dans ce milieu-là ou pas. C'est est-ce que la chronique... c'est le meilleur moyen pour faire ce que je veux faire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est plus ça. Dans le sens que j'imagine que tu veux dire, la chronique, c'est quelque chose qui est très court, faut que ça soit punché, faut que ça soit direct, la nuance, on n'a pas tant le temps que ça, puis toi, c'est humoristique aussi, fait que ça devient limité, puis
t'exposes ton flanc aussi souvent. Tu sais, des fois, tu dis des affaires comme pour que ça soit punché, puis t'es comme, non, mais oui, je pense ça, mais il y a des nuances à apporter. Là, t'es tout le temps en train de t'expliquer à quelque part. Si tu mets toutes les nuances que tu veux faire, c'est plus une chronique, c'est un essai. Fait qu'à un moment donné, ça devient difficile de communiquer efficacement, mais au-delà de ça, je pense que l'apport d'une chronique, parce que tu peux pas vraiment le travailler. Tu le sais, tu fais de la scène, tu fais un numéro, tu vas le roder, tu vas l'améliorer, tu vas aller après ça le présenter à plus de gens. Donc, il y a quand même une espèce de... L'idée travaille au cours de ce temps-là. La chronique, qu'elle soit vraiment bonne ou vraiment poche, elle vit ce 5 minutes-là. Puis après ça, tu la jettes. Fait que la quantité de travail et d'énergie que j'ai investi dans les 4 dernières années pour faire des chroniques, des fois quelques-unes par semaine... Si j'avais mis cette énergie-là à travailler quelque chose qui se construit dans le temps à la place de toujours recommencer à zéro, tu sais, peut-être que ce serait un projet qui est vivant en ce moment puis que... Tu sais, que je suis capable de... Je comprends, mais t'as jamais eu envie de faire un recueil de chroniques? Il y en a beaucoup de ça. Tu sais, les retravailler, voir ce qui a passé l'épreuve du temps, tu sais, nuancer certains trucs. C'est un projet qui t'intéresse? J'y ai pensé. J'étais supposée en faire un avec une maison d'édition. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas quelque chose... Moi, une fois que je fais une chronique, je la fais coller sur l'actualité. Des fois, c'est des jokes qui concernent aujourd'hui, tu sais. Fait que moi, la ressortir un an après, l'adapter, ça, c'est encore drôle... J'aime le fait que la chronique a la durée de vie qu'elle a. Fait que si j'étais pour publier quelque chose qui perdure dans le temps, j'aimerais que ça soit quelque chose à la base qui est fait pour perdurer dans le temps. Que c'est ça l'intention de départ. C'est ça, pas que tu adaptes pour que ça soit... J'avoue qu'une chronique, c'est souvent comme une réponse à vif de ce qui se passe en ce moment. Puis faut que tu te rappelles, qu'est-ce qui s'était passé? Ah oui, OK, c'était l'événement, c'est de ça qu'elle parle. Puis, les choses d'actualité que je trouve intéressantes à voir dans un livre, c'est genre si tu fais une compilation des bandes dessinées qui ont été, tu sais, des caricatures qui ont été publiées dans le journal, ben ça te fait une revue de l'année, tu sais. Mais une chronique, je trouve que... Ouais, mais en même temps, je veux dire, moi, j'ai relu là, des recueils de chroniques de Pierre Falardeau, puis je veux dire, il parle de Claude Ryan. J'ai aucune idée. Je sais pas que j'ai aucune idée, mais je me rappelle pas, mais c'est coloré, puis c'est quand même intéressant, puis souvent... Tu peux prendre cet événement-là puis le transposer à quelque chose qui se passe aujourd'hui. On vit tout le temps à peu près les mêmes affaires. C'est ça que je réalise. Oui, sauf que quand c'est fait pour l'audio, par exemple, quand c'est une chronique faite pour la radio, après ça, l'affaire à l'écrit, des fois, c'est une question de ton, de débit, de tout ça. Fait que si c'était des chroniques qui étaient faites pour l'écrit, qui étaient, mettons, publiées dans un journal toutes les semaines, peut-être que là, j'en ferais une... Fait que toi, est-ce que c'est un peu pour ça que tu veux faire transition humoriste pour pouvoir comme plus travailler tes affaires, les inscrire dans quelque chose de plus intemporel devant un public, avoir une réponse puis tout ça? Parce que je sais que... Mais là, humour fiction, je te dirais. OK. C'est les deux que je vise, parce que je pense que j'ai besoin des deux. Fiction carrément, là, comme roman, puis roman, série, web, télé, cool. Tout ça. Parce que c'est vraiment un... Je pense que l'humour, oui, tu le fais sur scène, tu le fais pour que ce soit présentable sur scène, mais je pense qu'il n'y a pas l'intimité dans l'humour qu'il y a dans l'écriture de fiction. Effectivement. C'est comme une autre sorte d'intimité, mais qui est quand même plus limitée qu'on pense. Là. Tu l'as vécu, c'est pas être totalement ce qu'on pense que c'est. Mais c'est toi qui l'incarne aussi. Je veux dire, t'écris de l'humour, tu vas sur scène, c'est toi qui le fais. Alors que faire de la fiction, c'est un peu faire vivre les choses que t'écris en dehors de toi, tu sais. Ouais. OK, fait que tu développes ça en ce moment. C'est quelque chose qui t'intéresse. Je tâte des terrains. Mais c'est pas le seul show business. Tâter des terrains. Mais est-ce que la chronique, tu vas-tu continuer à faire ça? C'est-tu quelque chose qui t'intéresse encore? Parce que j'en ai parlé ici avec Jérémy McEwen, puis qui participe souvent à l'émission C'est Fou, puis ça. Puis il disait que lui avait fait un peu de chronique dans le passé. Puis c'était toujours très... on dirait qu'on hausse le ton quand on fait des chroniques. On est fâché, c'est acerbe, puis tout ça. Puis à un moment donné, il a réalisé que, mon Dieu, c'est pas tant ça que j'ai... Ce que j'envoie dans le monde, puisqu'on me le retourne à quelque part, c'est comme c'est pas tant ça que je voulais faire. Puis je pense qu'on avait parlé qu'on avait fait l'autre midi à la table d'à côté, que finalement on veut peut-être pas jouer le jeu de ceux qu'on critique, les chroniqueurs. C'est sûr. Mais moi je trouve déjà le fait que dans la chronique il y ait une à un moment donné tu deviens chroniqueur à des dates fixes, puis là ça, déjà, ça, c'est problématique pour vrai, parce que idéalement, il y aurait des chroniqueurs qui prennent la parole quand ils ont des choses à dire. Ce serait ça idéalement, mais c'est pas le cas. Fait que là, dès que tu rentres dans l'idée de « faut que je fasse des chroniques pour payer mon loyer », et donc mon loyer étant « faut que je fasse tant de chroniques »,
ça marche plus parce que c'est plus vraiment de la chronique. Si tu te forces à essayer d'avoir une opinion sur des choses, puis si tu fais une chronique avec pas d'opinion, ben elle marche pas, c'est plate de même. Puis il y a aussi j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus dans une chronique qu'on mette la table des faits. Parce que les gens... les faits. C'est quoi ça? Les gens ne s'intéressent pas aux faits avant de lire ou d'entendre des opinions. Fait que j'ai l'impression qu'on a une responsabilité de dire, ouais, mais là, avant de vous dire ce que je pense ça serait le fun que vous ayez assez d'informations globales pour... Ouais, mais là, quand on fait des chroniques à tous les jours, on n'a pas le temps de s'informer, là. Faut faire des appels, puis tout ça, c'est des recherches. On n'a pas le temps, là. Il faut que ça sorte, là. On a un deadline. Je pense que j'ai un malaise croissant avec tout ce que ça représente dans le contexte dans lequel on vit, puis dans le climat social dans lequel on vit. Ouais, mais il y a que ça aussi, c'est ça le problème. J'ai l'impression que dans les dernières années, la droite ont été bien bons. Là, il y a de la chronique d'opinion, il y en a en masse, puis la gauche, comme de plus en plus, il y en a de ça. Puis c'est comme, je sais pas à quel point, finalement, c'est pas un ballon pas un ballon de temps équivalent. Je trouve que peut-être des fois on tombe dans ce panneau-là un peu de faire de l'opinion bien acerbe, puis tout ça. Puis finalement, on fait juste créer du contenu, là. On se répond, on s'engueule, puis tout ça. Puis c'est autoréférentiel, puis il n'y a rien qui... Il n'y a plus de recherche, vraiment. Il n'y a plus de journalisme. Il n'y a pas de... Mais tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose avec la chronique, mais... dans le sens que tu peux faire de l'humour avec la chronique, tu peux être vraiment pas fâché, pas revendiquer quoi que ce soit. Tu peux ne pas. J'en ai fait des chroniques où je dis j'ai pas d'opinion là-dessus, mais ça serait quand même drôle de se pencher sur tel facteur de la situation. Ouais. Mais reste qu'à un moment donné, tu fais le tour, puis je pense que ça fait partie du travail de tous les chroniqueurs de se remettre en question souvent pour se demander quand est-ce qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils avaient à dire, parce que même si on t'offre encore, je veux dire, il faut remplir du temps, il y a trop de chaînes, il y a trop de tribunes, fait les gens vont t'approcher si t'as du talent, mais c'est aussi de se demander, est-ce que cette affaire-là que j'ai dit là, je l'ai dit à 8 autres occasions, à 8 autres places, puis à quel moment est-ce que je dis, ben j'ai comme fait le tour de ce que j'avais à dire pour le moment, tu sais, peut-être que dans 2 ans, pendant ces 2 années-là, je vais avoir développé un intérêt pour un autre sujet que je vais avoir creusé, puis avoir le temps de le mijoter un peu. Mais là, c'est comme les choses les sujets que je maîtrise bien parce que je me suis intéressée pendant des années, ben c'est les seuls sujets desquels je veux parler parce que je veux pas parler de ce que je connais pas ou ce que j'ai pas eu le temps de ce qui est très bien d'ailleurs. Je trouvais que Pierre Falardeau justement avait une belle manière de voir ça. Il disait on me reproche tout le temps de parler les mêmes affaires, mais c'est ça que je maîtrise. Puis je disais si on me demande de faire des chroniques, je vais parler de ça parce que si je parle d'autre chose, je parle à travers mon chapeau, mais c'est pas tout le monde qui a cette rigueur-là de parler de ce qu'il maîtrise vraiment. Ben, tu peux parler de d'autres sujets, mais après ça, c'est d'un point de vue de j'ai pas d'opinion, mais voici ce que j'ai appris sur le sujet. Fait que c'est plus une chronique d'opinion, tu sais, c'est une chronique de genre santé bien-être. Ouais. Mais toi, tu as eu des problèmes quand même avec des chroniqueurs. Tu as eu quelques controverses. Tu te rappelles-tu ta première controverse, ton premier scandale? Je pense que mon premier scandale, c'est une vidéo que j'ai faite dans mon salon. Je n'étais ni chroniqueuse à la radio nulle part. Je n'étais connue de personne, sauf de quelques personnes, genre sur mon blog. Et j'ai fait une vidéo, je me souviens même plus en réaction à quoi, mais c'était sur les préjugés qu'il y avait sur les immigrants. Puis là, j'avais été chercher dans les documents du gouvernement, puis j'ai sorti les faits pour mettre les gens face à leurs contradictions. Puis que ça faisait pas de sens. Puis elle durait 12 minutes, ce qui va à l'encontre de tous les codes d'Internet pour des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Puis c'est devenu viral et c'est là que j'ai eu mon premier, tu sais, comme c'était dans le journal, puis c'était partagé par des blogs, puis il y avait des gens qui faisaient des vidéos de réponses. OK. Ça a été ta lancée un peu. Là. Oui, vraiment. Et j'ai complètement paniqué. J'ai enlevé la vidéo. Je l'ai effacée. J'étais comme, non, c'était pas ça que je voulais faire. Je pensais que personne m'écoutait. Mais exactement. Ouais. Fait que ça a été la première fois. Et t'as-tu été lire, genre, mettons, les réponses? Oui, obsessivement. Obsessivement. Ça, il a fallu que je décroche. La première fois que ça nous arrive, on est comme... Je veux dire, tu dors pas, là. T'es juste comme, t'as des notifications pour tous les nouveaux commentaires. Mais non, à un moment donné, je me suis calmée là-dessus. Mais ma dernière controverse, c'était une chronique que j'ai faite sur... l'attentat de Nouvelle-Zélande à la soirée est encore jeune, qui m'avait valu une chronique de Lise Ravary et Richard Martineau. Puis à ce moment-là, j'ai comme... je pense que c'est là que j'ai fait comme, j'ai
peut-être fait le tour de ça, puis je vais commencer une transition vers... Ouais, mais ça va être intéressant ta réponse, par exemple, si tu leur avais dit comme invitez-moi, tu sais, on va en jaser calmement, puis tout ça, puis finalement, zéro réponse. C'est exactement pour ça, en fait, que j'ai commencé à remettre en question. C'est parce que je me suis dit, on n'est pas là-dedans pour les mêmes raisons. On n'est pas là. Ouais. Je veux dire... Je te le dis, invite-moi sur ton terrain, avec ton public. Je veux pas... Le but, c'est pas de faire un dîner de con avec toi, là. Comme, à un moment donné, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on communique parce que le niveau d'incompréhension est tellement grand que tu penses que je me réjouis de la mort de chrétiens. C'est tellement... Tu sais, c'est tellement éclaté, là. Je peux même pas envisager qu'on puisse penser ça. Fait que si on est rendu à ce point-là, à ne pas se comprendre, on va s'asseoir face à face puis on va se parler comme des adultes civilisés. Et quand la porte est restée fermé. Quand c'était tellement une analyse de mauvaise foi, j'ai fait comme, mais on n'est pas là pour les mêmes raisons. Je peux pas continuer à participer à cette game-là. Mais c'est parce que ça les intéresse pas, en fait. De comprendre, je dis en général, c'est que ce genre de chroniqueurs-là, je suis persuadé que c'est pas quelque chose qui les intéresse du tout, d'essayer de fouiller, de comprendre, de savoir ton point de vue. Puis ça, c'est pas... en fait, ils t'utilisent. Là. C'est comme, bon, ben ça me sert à moi, mes idéologies. Fait que, tu sais, t'es un nom, t'es un symbole. T'es pas une personne pour eux autres, je pense. Là. C'est pas un dialogue. Richard Martineau avait genre publié sur sa page Manal, j'ai hâte d'avoir des réponses à mes questions, alors qu'il m'a bloqué il y a 3-4 ans, tu sais. J'essaie par tous les moyens. C'est un niveau de provocation de, tu sais, let's go, parlons-nous. Mais non, effectivement, clairement, c'est pas ce qui est souhaité. Fait que j'ai un malaise par rapport à cette affaire-là. On travaille pour des médias différents, on va pas se parler, on va se pitcher des roches, puis... Mais je pense même pas que c'est ça. Je pense même pas que c'est une affaire de médias différents. Puis ça, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui les intéresse profondément pas, parce que je pense que ça mettrait en relief leur mauvaise foi, justement. Lise Ravary m'a déjà écrit pour qu'on se rencontre, pour qu'on aille prendre un café, pour qu'on aille discuter, puis ça a juste pas à donner. Et ensuite, elle a écrit l'article suite à ma chronique où j'avais répondu de porter plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada parce que si ce qu'elle disait était vrai, j'avais complètement failli à ma job de chroniqueuse, puis il n'y avait pas eu de suite après ça. Mais ça me tente pas. C'est comme ça me tente pas d'être dans cette confrontation-là, puis dans des guerres Twitter. C'est n'importe quoi, c'est des manipulateurs. En plus, moi, je sais pas si je te l'avais raconté, mais Sophie Durocher, à un moment donné, était venue me voir à un gala des Oliviers, fait un bout quand même. Après, je sais pas trop quel scandale, whatever. Elle vient me voir, puis elle fait comme, hey, j'aimerais ça t'inviter à mon émission, puis qu'on enterre la hache de guerre, puis qu'on se parle un peu, puis tout ça, puis je suis comme, sérieusement, je suis pas intéressé. Tu sais, je disais, j'ai pas le temps. Puis comme, non, mais ça serait vraiment important. Puis ma mère était avec moi, j'avais amené ma mère au gala des Oliviers, puis là, je dis non, je suis vraiment pas intéressé, tu sais. Puis elle disait, ouais, mais non, mais ça serait bon, tu sais. Elle voulait juste comme de la cote d'écoute, là. Puis j'ai dit, garde, je pense pas, là. Écris à mon agent. Je voulais m'en débarrasser, écris à mon agent. Et là, le lendemain, dans les journaux, elle écrit il y avait de l'amour dans l'air au Gala des Oliviers. J'ai même demandé à Guillaume Wagner de participer à mon émission, puis il a accepté. Puis là, ma mère lit ça le lendemain, puis elle fait comme, mais c'est un mensonge, ça. Parce qu'elle a tout entendu. Ben oui, c'est des mensonges. Il n'y a pas de bonne foi dans ces chroniqueurs-là. Fait qu'on n'a pas à essayer de trouver des espèces de terrain d'entente. C'est pas un vrai débat, c'est pas un échange sincère. Il n'y a pas de dialogue possible, je crois, avec ces gens-là. J'espère me tromper, en fait. J'espère me tromper aussi. Invitez-moi. Ben, tu sais, t'as-tu vraiment envie d'aller jaser avec ces gens-là? Tu sais, il y a du monde là-dedans, ils ont dit des affaires tellement épouvantables. Mais justement, tellement inacceptables. Justement, il faut. Je veux dire, c'est pas... C'est trop facile et trop confortable de juste couper les ponts, mais à chaque jour où il n'y a pas de communication qui est établie, il y a de plus en plus de gens qui s'éloignent du centre, tu sais, de la nuance. Ouais, mais c'est ça, justement, ils sont tellement rendus loin du centre, ils sont tellement rendus loin de la nuance. C'est comme, mon Dieu, t'es dans un délire psychotique, je pense que je peux pas t'aider là-dedans, tu sais. Mais il y a des gens qui écoutent ça, puis je ne pense pas, tu sais, j'aime pas non plus qu'on prenne les gens pour des cons. Je pense que si les gens étaient exposés à une plus grande diversité de propos, que s'il y avait moins de silos, ben forcément, il y a des gens à qui ça allumerait des lumières, puis que de tous les côtés, c'est la meilleure façon de savoir si ton argumentaire tient, c'est d'aller parler à des gens qui sont pas d'accord avec toi. Ouais. Ça veut pas dire que tu vas changer d'idée, mais au minimum, tu vas réaliser les contradictions que tu as dans ton propre discours.
Ouais, j'imagine, j'espère, en fait. Non, mais c'est juste que je trouve que le populisme, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Puis ça, c'est quelque chose mais parce que c'est simple. C'est comme... C'est qu'est-ce que le peuple veut entendre. Mais ça, c'est quand même un talent qu'on peut leur donner à ces gens-là. On le fait pas souvent, mais je vais leur lancer des fleurs. Tu sais, mettons, Richard Martineau, tout ça. Il y a vraiment un talent pour leur donner exactement ce que les gens veulent entendre, puis que ça les exalte. Puis là, ils sont contents. Enfin, quelqu'un qui le dit, les pires affaires dark et laides qu'on a à l'intérieur, il va te ressortir ça, puis les gens vont comme yes, partage. Enfin, quelqu'un le dit. Sursimplifier les choses, ça a toujours été très, très efficace pour faire passer des messages. Tu sais, même pendant, quand je faisais des cours de journalisme, on avait appris que pendant la guerre du Kosovo, dans les journaux, vu qu'il y avait trop de partis dans cette guerre-là, ils parlaient toujours des deux mêmes. Fait que dans le fond, ils rapportaient pas vraiment ce qui se passait. Ils rapportaient la version simplifiée. Parce que là, s'il y a 3 acteurs, puis dans ces 3 acteurs-là, il y a des factions, il n'y a plus personne qui va le suivre. Tu sais, c'est trop loin, c'est trop compliqué. Ouais. Comme la guerre en Syrie, puis ça, explique ça à quelqu'un, il faut s'asseoir. Exactement. Fait que là, tu sais, prends l'histoire du voile, puis réduis-le à une guenille sa tête, ou prends, c'est comme, on s'entend, là, ça mélange la culture, ça mélange la religion, ça mélange l'immigration, ça mélange le racisme, la xénophobie, comme toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte, puis là, tu le super simplifies dans, on est au Québec, puis c'est comme ça qu'on fait ça, puis t'es comme, mais non, mais c'est bien plus complexe que ça comme enjeu. Ouais, ça, c'est assez décourageant, en fait. Réaliser que François Legault, le premier ministre, il lit Mathieu Bock-Côté. Lui, il trouve ça super brillant, puis tout ça, puis la loi 21, là, il y a un test de... Ça marche-tu, le test des valeurs? Je sais pas, j'ai pas vraiment suivi ça. Il va-t-il en avoir un, finalement? Oui, il va en avoir super. Un, puis... C'est quoi nos valeurs? Tu peux le prendre 2 fois. Tu peux le prendre 2 fois? Puis, tu peux échouer, ça, OK. Oui, c'est ça. Si tu l'échoues, tu peux le reprendre 2 fois en prenant un cours de 24 heures sur nos valeurs. Et combien de valeurs? 10-12. Il a dit qu'on avait 10-12 valeurs. On a 10-12. 10-12 valeurs, 24 heures. Moi, je me dis, pendant 2 heures, qu'est-ce que tu dis sur, genre, une valeur pendant 2 heures de temps à des gens qui ont été triés sur le volet pour correspondre à une demande de main-d'œuvre, qui ont, genre, des diplômes universitaires en génie. Ils sont pas reconnus. C'est ça, mais on s'entend, là, je veux dire, ça... C'est pas parce que je dis pas que les gens qui sont éduqués ont forcément des valeurs qui correspondent à ce qu'on aimerait qu'ils aient. C'est juste que si tu veux passer le test, tu vas je veux dire, Andrew Scheer passe le test, il réussit. Il faut vraiment être d'homme pour pas dire exactement. Il n'y a même pas de question piège. Ouais. C'est vraiment juste... c'est ça, mais ça a été dit plusieurs fois, c'est un test pour faire plaisir aux électeurs et c'est pas vraiment pour changer quoi que ce soit. Là. Non. Il n'y a rien qui va arriver. On met des millions de dollars pour faire plaisir à des gens qui se disent... gouvernement populiste. Qu'est-ce que vous voulez? Les projets d'apparence, là. Ouais. Mais c'est quoi les valeurs québécoises? J'ai jamais vraiment su. Comme, tu sais, je suis québécois, puis j'ai aucune idée c'est quoi vraiment. Parce que j'entends souvent parler de ça, puis le test des valeurs, puis tout ça. Ça fait des années que je le dis. Ça fait des années aussi que je me demande c'est quoi cette affaire-là, la fierté de se dire de souche. Une souche, par définition, c'est mort. Mais... C'est vrai, ça. Pourquoi? C'est pas un tronc, là. C'est une souche. C'est une souche. Il semble que c'est un arbre vivant, des feuilles, des branches, je sais pas, mais... les valeurs québécoises, déjà cette idée qu'on a des valeurs qui nous sont propres et qui n'appartiennent à personne d'autre. La langue comme valeur, mais dans toutes sortes de cultures, la langue est une valeur importante. Fait que oui, entendons-nous sur des affaires qu'on veut défendre dans la société puis qu'on veut promouvoir, mais c'est assez fascinant, cette affaire-là, les valeurs, l'égalité homme-femme. Ah ouais! Et combien de gens ne passeraient pas? Si plugué sur un détecteur de mensonges, là, combien de gens ne passeraient pas le test des valeurs? Hey, on fait ça. On milite pour le vrai test des valeurs. Avec un détecteur de mensonges. Ça sera... Puis tous les Québécois sont obligés de le passer. C'est ça, fait que finalement, t'es déporté si jamais ça marche pas, puis on fait venir du monde dont les valeurs... ça serait hot, ça, quand même. Ça serait un vrai projet de société. J'aimerais beaucoup ça comme projet de société, quand même. Ah ouais, de vrai test des valeurs, puis on expulse des rednecks québécois. Ça serait très nice, ça. C'est une bonne idée. J'aime beaucoup ça. On a parlé un petit peu tantôt comme que
être humoriste, c'est comme quelque chose qui commençait à t'intéresser. Je pense que je t'ai entendu à quelque part dire que ça a un peu germé dans ta tête quand tu as vu le special d'Anna Gatsby. Est-ce que je me trompe? Ouais. C'est quelque chose qui est venu te chercher, qui t'a frappé? Oui, mais je pense que peut-être mon insécurité par rapport à l'humour, c'est que je suis beaucoup dans l'intellectuel, tu sais, puis je suis beaucoup dans la réflexion, puis dans les enjeux de société, puis tout ça. Fait que je voulais pas m'accoler cette étiquette d'humoriste-là, puis de décevoir les gens. Ouais, ça, c'est une affaire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme je veux pas donner des conférences en disant, tu sais, tant qu'à ça, je vais l'appeler une conférence. Je vais pas dire que c'est un show d'humour, puis finalement, ça a plus l'air d'une conférence. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est tellement difficile l'humour là-dessus. Bill Hicks, il avait une bonne ligne là-dessus. Comme souvent, il se faisait dire, parce que lui, était très revendicateur engagé, puis tout ça, puis il se faisait dire, ouais, mais là, on vient pas voir des shows d'humour pour penser. Puis comme, OK, mais vous allez où pour penser? On va se rejoindre là, moi, je veux juste faire ce que je veux faire, tu sais. Et puis, c'est vrai au contraire, l'humour, c'est tellement le meilleur moyen pour parler de choses sérieuses et dérangeantes et inconfortables et lourdes. Tu sais, c'est lourd. Fait que si on n'en parle pas en riant, on en parle quand? Ouais, mais il y a quand même une conception de l'humour, surtout au Québec, parce qu'on a comme un gros historique d'humour. On aime bien gros ça, pis ça, mais ça doit être joyeux, ça doit être rigolo, faut que ça soit souriant, puis tout ça. Alors que les séries de fiction sont tout le temps la fin du monde. C'est vrai, hein? Tu regardes le premier épisode, tout va bien, tout le monde est content. Au deuxième épisode, il y a 2 morts, il y a comme... C'est la tragédie, il y a un feu, puis quelqu'un a une double vie, puis il cache des affaires. C'est vrai que nos drames sont vraiment dramatiques. On est tout ou rien, les Québécois. Comme, quand on rit, on rit. Quand on pleure, on pleure. C'est peut-être ça le problème. On veut pas comme superposer. Faut pas que ça s'intercale, c'est ça. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est nécessaire quand même qu'en humour, il y ait cette richesse-là, parce que historiquement, ça a toujours été ça. Puis les plus grands humoristes qu'on cite, c'est toujours des humoristes qui ont fait ça, justement. Ouais. Mais on dirait qu'on aime ça dans le passé, mais comme aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. L'humour qui marque, c'est celui-là, tu sais, c'est celui qui te fait réfléchir. Une joke peut te faire vraiment, vraiment rire, puis tu l'oublies la semaine suivante. Fait que non, j'aime ce côté revendicateur-là de l'humour. Puis en regardant le show d'Anna Gatsby, j'ai comme fait... Ça se peut. Ça, c'est next level. C'est ça, c'est comme il y a des longs bouts où tu ris pas, mais t'es pas moins accroché à ses lèvres, tu sais. C'est vraiment une œuvre artistique en tant que telle, je trouve. Tu sentais son ras-le-bol sincère, mais avec une espèce de calme déconcertant. Puis une critique de l'humour au travers de ça, tu sais, comme justement, elle se questionne là-dessus, tu sais, comme est-ce que je veux continuer à faire ça? Puis c'est extrêmement puissant, mais tu sais que ça, c'est quelque chose qui a vraiment divisé la communauté des humoristes, là. Il y en a qui ont haï ça, il y en a d'autres qui ont adoré ça. Ça a vraiment créé une division. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Les choses qui font pas réagir, d'habitude, c'est parce qu'on s'en fout. Ouais. Mais c'est un show qui brasse la cage des... Il y a du petit mascu en humour quand même, là, je te dirais. Oui, c'est clair. Puis je veux dire, il n'y a rien qui est perdu dans le sens que elle présente son show et ça va chercher des gens qui ne se reconnaissent peut-être pas dans l'humour mainstream. Puis les gens qui aiment l'humour mainstream ont infini possibilités de show à regarder. Fait qu'il y a personne qui perd rien là-dedans. Il y a juste des gens qui gagnent. Je comprends, mais c'est un gros problème, je trouve. Puis je veux dire, Anna Gatsby aussi, c'est ce qui fait que son show est unique, c'est qu'elle est all-in. Elle n'avait plus rien à perdre, puis elle allait s'en aller. Elle était comme étonnée. C'est comme cette espèce de système d'humour-là. Je trouve pas ma place là-dedans. C'est ma lettre de suicide à la limite. Là, puis, vous aimez ça finalement, à créer une niche en faisant comme... J'ai peut-être commencé ma carrière d'humoriste par ça. J'ai comme commencé avec un show de non, je suis plus capable, je lâche tout. Décidément, ce milieu-là. Bye. Ouais, mais ça prend du guts, par exemple. Moi, c'est une fille qui a du métier, puis tout ça, fait que ça paraît quand même... en tout cas, moi, je serais pas capable de stander ce que cette personne-là a fait sur scène. Là. Je trouve ça extrêmement puissant, puis unique, mais tabarnouche, ça prend... tu sais, là, j'aime pas l'expression d'avoir des bases. J'ai comme dû le regarder 2 fois. Je l'ai vu la première fois, puis je l'ai raté à moitié, puis j'étais pas sûre. Ah ouais, hein? Je suis retournée le regarder, puis c'est le genre de truc qu'il faut que tu sink in, tu sais, qu'il faut que tu... c'est pas flashy comme humour, c'est pas... c'est vraiment... C'est comme émotif comme humour. Ouais, puis s'il y a des moments où l'humour est, tu sais, t'es comme, OK, si tu peux être drôle, ça fait, oh non, OK, là, non, OK, pas, t'es en train d'être sincère, OK, puis là, tu te ramènes avec des jokes, OK, t'es quand même encore mon ami, puis il y a quand même, c'est une espèce de souk à la corde avec le public qui est extrêmement difficile à faire, tu sais, c'est très très mais c'est ça a peut-être changé ma vision de l'humour, ça l'a un peu décloisonné. OK.
Mais c'est parce que l'humour, ça peut être ce que tu veux, en fait. Ouais. C'est ça qui est plate, que je trouve qu'on perd beaucoup, c'est que t'es complètement libre sur scène. Tu as un micro, tu fais bien ce que tu veux avec ça, puis ça peut aller dans toutes les directions. Mais après ça, ouais, tu te sens des fois un peu enfermé. Encore faut-il assumer toutes ces directions. Ouais. C'est un peu ça. Quand tout finit en capsule sur le web qui est partagé après ça, tu sais, c'est aussi d'assumer ça parce qu'à mon avis, on peut plus rien dire. Oh non! Je pensais pas que t'étais de même, que t'avais cette maladie incurable du on peut plus rien dire. Ça. Moi, j'arrête, je quitte, on ne peut plus rien dire. On peut plus rien dire, mais je le dis tout le temps, mais en même temps, je peux plus le dire. T'sais. Mais c'est ça, c'est Mathieu Bock-Côté qui avait fait la tournée de tous les médias et de toutes les émissions de radio pour dire j'ai sorti un livre. Non seulement au Québec, en France où aussi. je raconte qu'on ne peut plus rien dire. Mais ça vient d'où ça, là? On peut plus rien dire. Comme, on en a parlé un peu dans le char avant de s'en venir, mais c'est quoi ça? C'est quelle lubie? C'est que ça sort d'où cette affaire-là? Parce que ces gens-là, justement, ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais pourquoi ils ont l'impression d'être censurés? Juste parce qu'ils se font répondre tout d'un coup? Il y a des gens qui ont assez d'estime d'eux-mêmes pour leur dire comme « Hey, tu parles de moi, je vais te répondre. » C'est pas une question d'estime, c'est une question de... Historiquement, les gens qui avaient la parole, une parole qui porte, c'était toujours les mêmes groupes, donc les plus riches, principalement les hommes, et quand c'était des femmes, souvent des femmes blanches privilégiées. Fait que tout ce qui est en dessous de ça, la parole, c'était pas quelque chose, je veux dire, c'était quelque chose que... T'en viens à prendre pour acquis que ta parole compte pas, puis la vie continue, puis les choses se font. L'arrivée des réseaux sociaux a fait en sorte que des gens n'avaient pas besoin d'être approuvés par une émission de radio ou par un journal pour prendre la parole. Fait que ça a démocratisé la parole. Donc, des gens qui étaient habitués de n'entendre que leur point de vue dans les médias puis dans l'espace public se sont mis à être bombardés d'une diversité de paroles. Puis le fait d'être confronté à des paroles qu'on n'entendait jamais avant donne l'impression qu'on peut plus rien dire parce qu'en fait, on peut tout dire. On peut dire plus de choses que jamais et donc les gens réagissent, les gens te critiquent et là, tu dis quelque chose et il y a 20 personnes qui disent « c'est pas correct ». Fait que tu as l'impression que tu peux plus le dire, mais en fait, tu l'as fait. Je veux dire, t'es pas en prison. Il n'y a personne qui est venu t'arrêter, il n'y a pas rien, l'État ne t'a pas contrôlé, tu es libre de le dire. Je pense que les gens ont peur de l'autocensure, donc ils ont peur de ne plus vouloir parler des choses, de peur d'être critiqués. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais tu sais, oui, je veux dire, quand tu prends la parole, il y a des conséquences. C'est aussi simple que ça. C'est que la responsabilité de la parole est soudain devenue... plus grande. Mais pas plus grande, elle est juste devenue aussi valide pour les gens qui avaient du pouvoir, dans le sens que la responsabilité de ta parole avant, les gens qui n'avaient pas de pouvoir de parole devaient quand même prendre la responsabilité de leur parole. Je veux dire, si tu prenais position contre les gens qui avaient du pouvoir, ben, je veux dire, t'assumais les conséquences de ta parole en style. Il y en a quelques-unes, ouais. Fait que c'est juste que cette responsabilité-là s'est rendue dans les milieux où peut-être il y avait plus de complaisance, plus d'impunité. Ouais, je comprends. Ouais. Puis à l'époque, si tu voulais te plaindre de quelque chose, fallait que tu sois motivé. Là. Fallait que tu t'écrives ta petite lettre, puis tout ça, puis tu trouves où qu'il fallait que tu envoies ça, puis ils avaient jeté aux poubelles, puis il n'y avait pas de problème avec ça. Mais tous les scandales qu'il y a eu dans les dernières années de gens, qu'il y a comme 20 personnes qui sont prêtes à témoigner pour dire oui, cette personne-là avait des comportements problématiques ou des agressions sexuelles, puis tout ça. Puis qu'il y avait plein de gens qui le savaient, bien, qu'est-ce que les gens craignaient? La responsabilité de cette parole-là. Ils craignaient de prendre la parole et que la réponse soit de perdre eux ce qu'ils ont, de perdre leur place dans l'industrie, de se faire rejeter par leur industrie. Fait que, je veux dire, être conscient de la responsabilité de sa parole, ça a toujours existé. C'est juste que les gens qui abusaient, ben, eux autres, ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient que la parole des autres valait rien. Ouais. Tu sais, c'est comme Harvey Weinstein, là, il était pas surpris que les femmes parlent, il était surpris que tout à coup on les écoute. C'est la seule chose qui a changé. Des gens avant qui disaient ça n'a pas d'allure, étaient comme ben qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information là? Fait que là quand ils se sont tous mis à parler en même temps, puis qu'on a fait comme hey, ça se peut pas. Il a comme fait, voyons, pourquoi tout à coup vous carry? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce nouveau monde-là? Je suis pas d'accord. As-tu vu la vidéo de l'humoriste qui l'a calé? Il était en show. Oh my God, ça c'est merveilleux. Qui était dans le public. C'était le guts que ça a dû prendre. Je regardais le vidéo, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais mal pour elle. Vas-y, let's go, mais en même temps. Puis tu sais quoi? Étant féministe et tout ça, je me suis quand même posé la question, qu'est-ce que ça va faire à sa carrière? Tu sais, y a-tu encore le pull pour faire une coupe de téléphone? Je sais pas. Parce que c'était une soirée d'acteurs, donc la fille était humoriste.
humoriste, mais elle est aussi comédienne. Ouais. Fait que là, je me disais, est-ce que ce gars-là a encore, avec tout ce qui se passe, le pouvoir de faire une coupe de téléphone, faire comme cette fille-là, tu sais, sa carrière est finie? Fait que même encore maintenant, tu sais... Ça se peut, mais je te dirais que, tu sais, moi, je la suivais déjà, cette fille-là, sur Twitter, puis il y a une grosse communauté de filles humoristes. Ça s'est tenu là. Ils l'ont soutenu, puis ils ont partagé ça, puis c'est comme, non, on va te backer, tu sais, je pense que... Mais fallait, là, aussi, en même temps. Oui, c'est clair, mais je me demande juste, tu sais, dans les gros producteurs puis ses amis, là... Je sais pas, à quel point il est capable qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il est complètement rayé de la carte? Ben, ou il se promène dans des soirées. Comme, va chier, man. Qu'est-ce que tu fais? Honte, au moins. C'est au moins la base. Non, que zéro. Il dit encore que tout ça, c'est de la bullshit. Puis que... Ça, c'est fascinant quand même. Ça, c'est, je veux dire, autant Bill Cosby que... il y a eu lui qui... Gilbert Rozon, même affaire, là, comme c'est pas... Non. C'est Woody Allen dont personne veut parler. Il y a tout ça que... Woody Allen, c'est assez malaisant. Ouais. Sa fille, vite ça, c'est comme... Fuck. Ouais, oui, mais fait des vraiment bons films. Ouais, c'est ça le problème, finalement. C'est comme, oui, mais dans ces films... C'est des hommes plus vieux qui ont des relations avec des filles vraiment plus jeunes, tu sais. Fait que c'est quand même un peu autobiographique. Fait que je veux bien, là, tu sais, séparer l'œuvre de l'artiste, mais son art, c'est lui. C'est un peu ça, le special de Anna Gadsby, là, quand elle parle de Picasso, puis tout ça. C'est vrai, là, séparer l'œuvre de l'artiste, OK, fine, mais check l'œuvre comme faut. Tu sais, Louis C.K., c'est la même affaire, là. À un moment donné, on analysait, tu sais, le film, il est jamais sorti. Il avait fait un film, juste avant que l'histoire sorte, il avait fait un film, ça parlait beaucoup de ça, de masturbation, puis tout ça, puis c'est comme... OK, tu sais. Mais c'est normal qu'à l'époque, on pouvait pas vraiment le voir, parce qu'on le savait pas, tu sais. Mais là, avec une nouvelle lunette, comme... Il en parlait pas mal. C'est un peu malaisant. Je peux plus vraiment séparer l'œuvre de l'artiste, en tout cas pas sur ces bouts-là. Mais c'est ça, tu sais, c'est l'affaire de... Il n'y a pas de fumée sans feu, non. Tu sais, tu peux faire des jokes de masturbation dans toutes tes shows puis ne pas être un freak qui se masturbe devant le monde ça, c'est sûr et certain. sans son consentement. Mais après ça, tu sais, après les faits, quand tu vois le lien avec son humour, t'es comme, OK, il y avait quand même... Non, ça, c'est les cas... les cas délicats et il faut se poser des questions. Heureusement, il existe des cas plus simples comme, mettons, Éric Salvaille. Il n'y a ni œuvre ni artiste, fait qu'on n'a rien à séparer. Ouais, mais on a perdu les recettes pompettes. Les recettes, ça, c'est super malaisant finalement. Là. Quand tu y penses, tu l'as un peu, va dire des affaires que tu ne devrais pas dire, puis on va faire des jokes sexueux, puis ça va être une émission de télé merveilleuse. C'est un peu ça le concept finalement. Oui. Exactement. Mais il avait fait le tour vite aussi, tu sais. Je les ai jamais écouté. Moi, j'ai été le premier qu'on a demandé à faire ça. C'était des capsules à l'époque. Ouais. Puis on m'a demandé de faire ça. Puis je suis comme, mais jamais je vais faire ça. Il y a aucune vedette qui va accepter ça. Je veux dire, d'aller sacrifier genre son intégrité à quelque part pour une espèce de show. Je veux pas aller me saouler avec toi. Là. De quoi tu parles? Puis ça, tout le monde l'a fait finalement. Oui. Toi, d'ailleurs, justement, c'est une bonne question, ça, dans le show business. Y a-tu des affaires que tu as refusées? Y a-tu des trucs que tu t'es dit comme « Ah non, ça, je peux pas faire ça » ou y a-tu des affaires que tu te dis « Ça, j'irai pas jusque-là » T'as-tu eu des moments où tu t'es posé la question? Parce qu'on Dieu sait qu'on se fait offrir des affaires étranges des fois dans le show business puis qui ne sont pas nécessairement collées sur ce qu'on veut vraiment faire. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai fait qu'après ça, je me suis dit, tu sais, j'ai moins trippé, je ferais moins ça. Mais par exemple, la télé, je disais toujours non, systématiquement. C'est quelque chose avec lequel j'avais un gros malaise. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, faire de l'argent, ça serait quand même... Oh, il y a de l'argent en TV. Non, mais je me suis dit... Les raisons pour lesquelles je m'empêche de faire de la télé sont mauvaises. C'est vraiment une question d'estime de soi, puis une question de cette peur de l'omniprésence et de l'importance de l'image en télé. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment ça, toi? Oui, c'était vraiment ça. Fait qu'un matin, je me suis levée, puis je me suis dit, je ne dis plus non aux affaires en télé, je vais l'essayer. Puis au moins, après, si je dis non, ça va être parce que j'aime vraiment pas ça. Et le lendemain, j'ai reçu un appel. Puis je suis allée faire l'audition, puis ça n'a pas marché. Puis j'ai eu un autre appel, puis je suis allée faire l'audition, puis je l'ai eu. Fait que là, j'ai fait les échangistes et ça m'a comme pas réconcilié, mais ça m'a permis d'apprécier puis de comprendre aussi ce média-là qui est très différent de la radio, puis très différent de l'écrit. Ça a été une grosse adaptation? Ça a pas été, non, ça a été beaucoup plus facile que je pensais, mais j'ai compris, j'ai peut-être mieux compris à quel point la radio était
un médium sous-estimé. Ah ouais, c'est plus libre qu'on pense. C'est pas juste la liberté, le temps qu'on peut passer sur les choses. Je veux dire, tu regardes le temps que ça prend pour préparer une entrevue télé, le temps qu'elle dure, puis ce qui est abordé. Ouais, c'est tellement... T'as vraiment pas le temps. Fait que j'ai vraiment compris à quel point la raison pourquoi la radio persiste, même si c'est comme c'est un vieux moyen de communication. Tu sais, ça fait longtemps qu'on dit que la radio va mourir puis que ça marchera plus, puis que le podcast est en train de pas remplacer, mais peut-être compléter. Encore, je dirais. Ouais, compléter. De compléter, mais j'ai compris ce qui marchait bien en télé, ce qui marchait mieux en radio, ce qui marchait mieux à l'écrit. Fait que ça a été cette expérience-là. Puis maintenant, je dis oui, il y a des affaires à la télé des fois qui me parlent, mais ça reste peut-être mon médium que j'aime le moins. Je préférais écrire pour la télé qu'être à la télé, mettons. Mais ça a été une expérience que tu sommes toute positive. Mettons, les échangistes, il y a quelque chose de... Faut que tu trouves le bon ton aussi. Il y a quelque chose, c'est très divertissement, mais en même temps, on t'invite aussi pour que tu amènes ta couleur puis ta saveur, puis tu t'approfondisses certains sujets, mais en même temps... Mais j'avais eu cette question-là. Je leur ai dit, moi, je peux pas faire semblant d'être... la fille qui plug des crèmes, là, je ne suis pas cette personne-là. Mais non, j'ai senti la liberté d'être moi aussi. Puis je veux dire, on avait des réunions avant pour préparer le show. Puis il y a des affaires qu'il me disait, tu pourrais dire ça. Ah non, certainement que je dirais pas ça. Okay. Puis je proposais des affaires, puis je voyais si ça passait ou pas. Fait que j'ai senti une ouverture là-dessus. Puis j'ai jamais senti qu'on m'obligeait à prendre une espèce de personnage ou à jouer un rôle. Il n'y a jamais de ça, mais on assume tout le temps que tu vas comprendre toi-même et où cette espèce de ligne-là. Puis effectivement, tu le comprends. Puis mettons, de quelqu'un comme Fred Dubé qui comprend pas, fait qu'ils vont out. Mais oui, tu l'adaptes, t'es comme, OK, c'est juste là que je peux aller. C'est bon, on va me tenir ici, là. Ouais. Mais tu sais, j'étais celle en réunion qui parlait d'interviewer une actrice, puis elle comme, ah oui, ses enfants, parlez-y pas de ses enfants. Laissez-la tranquille avec ses enfants. On peut parler de sa carrière, on peut ne pas parler de sa vie personnelle. Fait que j'étais la fatigante qui faisait ça dans les réunions, de dire comme, ben vous voulez mon apport à cette émission-là, j'aimerais ça qu'on aille ailleurs aussi sur les sujets et tout ça. Mais j'ai senti une super ouverture. Fait que je pense qu'ils cherchaient peut-être ça aussi. Mais c'est parce que les gens sont plus sincères et honnêtes qu'on pense dans cette espèce de gros milieu du showbiz-là. Les gens, ils travaillent fort, puis ils veulent faire une bonne affaire. Puis c'est ça aussi, t'es là-dedans, puis même si des fois ça te ressemble pas, t'es comme, ah mon Dieu, c'est une grosse machine. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Tout le monde est gentil. Tout le monde veut que ça se passe. Puis ça, je les ferais pas chier en pétant une coche en ondes. Puis c'est ça. Fait que c'est un gros bateau. Fait que si tu veux le changer, ben... c'est pas ton bateau, en plus. C'est étape par étape, c'est ça. Excusez, je suis pas d'accord avec... Mais c'est ça, le changement, ça prend du temps. Puis oui, il y a des efforts à faire en télé. Oui, c'est tout le temps, souvent, le même monde. Puis c'est très blanc, puis c'est très uniforme. Puis oui, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent parce que c'est un petit milieu, puis que... Les portes se ferment vite aussi, tu sais, il y a ça. Mais en même temps, je pense que c'est un milieu qui, comme il est en crise en ce moment, est quand même à l'écoute pour essayer de survivre, tu sais. Ouais, il est à l'écoute, mais en même temps. Quand ça va bien, puis que ça roule, puis que tu fais de l'argent, puis que tout marche, là, les critiques... tu t'en fous un peu. Quand tu pagayes, puis que la critique qu'on te fait, c'est quand même pour des choses qui marchent ailleurs. Je veux dire, Netflix, là, c'est énorme et les moyens qu'ils ont ne s'approchent même pas un petit peu de ce qu'on a. Mais c'est aussi parce que si on trouvait dans les séries québécoises la diversité de tous les types qu'on retrouve dans des séries qui se font ailleurs, parce qu'ailleurs, ça fait longtemps que ça se fait, ben ça serait aussi plus le fun de regarder les choses locales. Ah, ça, c'est sûr et certain, mais c'est une espèce de spot que j'aimerais pas être non plus, parce que là, la population est vieillissante, puis on essaie de plaire à cette population-là aussi. Parce que c'est eux qui regardent la télé. C'est eux autres qui regardent la télé, fait que t'es comme, je vais-tu vraiment tourner le dos à eux autres pour aller faire de quoi d'un petit peu plus actuel, puis finalement, on se plante, puis je veux dire, il nous reste rien. Fait que il y a ça qui est comme... Ça, je trouve quand même que c'est prendre les gens pour des cons. C'est dire qu'à arriver à un certain âge, t'es incapable de t'ouvrir à d'autres réalités, à d'autres types de personnages, à d'autres types d'histoires. Puis c'est vrai que c'est une petite province, c'est 8 millions de personnes, fait que tu peux pas faire des affaires à super grand déploiement, tu sais, c'est pas au nombre de personnes qui vont le regarder, ça vaut pas la peine, fait qu'il faut faire des choses qui s'exportent pour arriver à faire des choses plus grosses, mais de dire il faut rester dans le cadre de ce qu'un certain public va regarder.
eux autres aussi sont capables d'apprendre des nouvelles choses. Puis, tu sais, je trouve ça un petit peu complaisant. Pas complaisant, condescendant. Je te confirme qu'ils prennent pour des cons. Des fois, moi, j'ai participé à une émission, je dirais pas à quelle chaîne, mais c'est une fiction humoristique. Puis tout ça. C'est quand même une couple d'années. Tu sais, puis j'écrivais des sketchs, puis ça, puis à un moment donné, ils font comme ça, faudrait que tu changes ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, il est sur son iPhone, tu sais. Puis ils sont comme, iPhone, notre public, ils savent pas c'est quoi. C'est comme, tabarnak, vous êtes sûr de ça, là? Non, ils savent vraiment pas c'est quoi, ils comprennent pas ça, ces affaires-là. Faudrait vraiment que tu switches ça, tu changes ça, puis comme, OK, mais tabarnouche, vraiment, vous les prenez pour des méga nonos. Mais d'une part, c'est prendre les gens pour des nonos, et d'autre part, le reste de la société et du monde évolue. Fait qu'on est-tu en train de décider de les laisser en arrière? C'est ça. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ces réalités-là existent, ces références-là sont là. Tant mieux. On va inventer un nouveau monde pour plaire à... Si votre public, c'est des personnes plus âgées, ben prenez-le comme une responsabilité et une possibilité de les exposer à des choses auxquelles ils ne seront pas exposés, tu sais, dans leur quotidien, parce que c'est... Ouais, mais ça, c'est une vision un petit peu plus artistique de la patente, puis j'ai l'impression qu'eux autres, c'est une vision un petit peu plus marchande. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous... On a fait un focus group, ça, c'est ce qu'ils aiment, fait qu'on va faire ça. Non, mais tu sais bien, les artistes, ça pense pas en termes d'argent. Oh non! C'est même un très grand problème. Puis moi, je veux rendre service à la société. Non, ben niaiseux, ça. Mais toi, la télé, c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a eu une émission à Télé-Québec, ça marche encore, cette émission? Oui, c'était pas à la télé, c'était sur le web. C'est sur le web, je pensais qu'il l'avait mis à la télé, une saison, ça n'a pas été renouvelé, mais on a eu du fun. Ouais, j'ai écouté une coupe, c'était cool. Ouais, c'était le fun. Ça aurait été le fun que ça continue parce que je pense que le projet aurait pu changer pour devenir quelque chose d'encore plus intéressant. Mais c'était une expérience le fun. Puis la télé, je pense que je suis arrivée à la conclusion que ça me va en ce moment. Tu sais, je fais de la télé de temps en temps. Puis quand je vais, je trouve ça super le fun. Puis j'aime ça comme ça. Mais si je devais participer plus à la télé, ça ne serait pas à l'écran. Non, OK. Ça serait vraiment en écrivant. Ouais. C'est quelque chose qui fait... Ben, c'est vrai que, tu sais, comme exposer son image tout le temps, comme... Tu t'ouvres aux critiques. Je n'en tire pas de plaisir. Non, je comprends. Mais ouais, c'était cool, l'émission à Télé-Québec. Moi, je veux savoir à combien de fois tu t'es ostiné avec Preach. Il me semble que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Là, vous répondez de temps en temps. Oui, on s'est obstiné. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais l'affaire, c'est que Preach et moi, on est d'accord sur pas mal d'affaires, mais dès qu'on commence à rentrer dans les détails, ça va plus du tout. Ouais. Mais on est... c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est toujours possible de débattre avec lui, puis c'est pas quelqu'un, tu sais, qui va... Il est ouvert. Ouais, il va pas fermer la porte, peu importe à quel point il est pas d'accord, il va avoir des arguments, tu peux t'ostiner avec pendant longtemps. Très real. Ouais, vraiment. C'est vraiment quelqu'un d'agréable avec qui discuter. Mais ouais, sa vision du féminisme, puis tout ça, il y a un petit quelque chose... C'est ça. Mais il y a quand même de quoi, là... Je sais pas si... Ben sûrement, là, t'es au courant, probablement qu'il t'attaque, puis tout ça, mais cette espèce de mouvement mascu sur Internet... Tu sais, moi, d'ailleurs, je mets ce podcast-là sur YouTube, tu sais, il y a une grosse communauté, il y a une grosse manosphère là, sur YouTube là, qui vient... Une espèce de vision déconnectée. T'as-tu vu le documentaire à la manosphère? Ouais. T'as écouté ça? Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est-tu quelque chose qui t'a affolé? C'est-tu quelque chose que t'étais déjà au courant? Ou... Ah non, moi, je donnais une conférence qui s'appelle « Des avantages numériques ». Dans le fond, j'ai voulu comprendre la place des femmes sur le web et dans le monde de la tech. Fait que c'est vraiment pas... Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas quelque chose qui m'a surprise. Puis je suis contente qu'on en parle, en fait, parce que... on est comme en retard pour en parler. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Mais c'est un phénomène qui est grandissant. Moi, je connaissais pas tant que ça, je t'avoue, là. Mais depuis que je suis plus actif avec ce podcast-là, puis là, je reçois des commentaires, puis je trouve ça déconnecté. Puis là, je me suis mis à m'intéresser au phénomène Jordan Peterson. Puis ça, là, j'essaie de comprendre ce discours-là, mais je suis comme, mais de quoi vous parlez? Vous avez pris ça où? Quelque chose que j'avais trouvé super intéressant, c'est cette idée que... dans les années 80-90, ben justement, après, il y a eu la vague féministe dans les années 60-70, puis après ça s'est continué, puis ailleurs dans le monde aussi. Fait qu'en même temps, partout dans le monde, il y avait cette espèce d'importance de la femme-là qui était discutée dans la société, puis le web est devenu un repère. C'est devenu l'endroit où on n'a pas besoin de justifier exactement. Les tavernes ont commencé à admettre les femmes, et le web est devenu l'endroit où les hommes étaient, étant donné que c'était plutôt des hommes qui travaillaient dans le milieu de la tech et tout ça. Puis là, maintenant, les femmes sont sur le web. Fait que c'est comme cette impression que le boys club se fait envahir. Ouais, c'est un peu genre, c'était notre cabane, c'est ça.
C'était un peu ça la réaction, alors que je veux dire, hey, manquer de place sur le web, faut le faire. Là. Je veux dire, c'est comme infini. Ouais, mais c'est un petit peu ça le problème aussi. C'est un peu ça aussi. Ben, c'est justement ça le problème. Ils se les créent leurs espaces, puis ils se craignent entre eux autres, puis c'est leur chambre d'écho à eux autres, puis ils s'envoient des espèces de statistiques là, triées sur le volet, puis ils cherry-pick plein d'affaires, puis ils se construisent un espèce de monde qui est complètement déconnecté de la réalité. Tu sais, je veux dire, si t'as un problème avec 50% de la population, les femmes, je veux dire, quand est-ce que tu vas réaliser que c'est toi le problème? C'est fascinant quand même, là, tu sais, un genre au complet. Ben moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que les choses dont les forums masculins parlent, tu sais, c'est la façon dont les femmes les traitent, la façon dont la société les traite, la façon dont on traite les pères. Et tous ces sujets-là, c'est des choses que le féminisme aborde pour dire il faut que la masculinité change pour être plus ouverte, pour pas coincer les gars dans cette espèce d'idée hyper étroite de ce qu'est un homme. Puis le moment où tu fites pas là-dedans, mais tu te sens pas bien, puis tout le reste de ta vie est affecté par ça. Il y a des groupes d'hommes petits sur Internet qui sont masculinistes parce que la société est hyper méchante avec les hommes de petite taille. C'est vrai, il y en a un dans la manosphère. C'est ça. Donc, il y a tout ça qui existe, mais ce que je ne comprends pas, c'est vraiment, là, je n'arrive pas à faire de sens de ça de ma tête, c'est vous en voulez aux féministes pour des choses que les féministes sont d'accord. Ils sont d'accord que ça n'a pas d'allure de faire ça, puis qu'il faut changer cette image de la masculinité, puis... Ouais, mais eux autres sont pas dans changer l'image de la masculinité, ils veulent retrouver cette espèce de masculinité toxique-là, ils veulent ça continue à être valorisé, puis ils veulent se replier. Oui, mais ils dénoncent les tchads. Tu sais, ils dénoncent cette idée du gars grand, beau, qui crouse et qui réussit tout le temps. Fait que, tu sais, l'espèce de Chad et Stacy qui sont repris sur les... la jalousie, là, c'est pas une dénonciation. C'est comme, pourquoi moi je suis pas un Chad? C'est comme, ah, God. Mais c'est ça. Mais si tu fites pas là-dedans puis ça te fait autant mal, c'est parce que c'est l'idée de la masculinité qui est pas correcte. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu devrais pas être comme ça puis être un homme. Fait que c'est comme quelque chose que je me dis, il me semble que ça serait tellement simple de bâtir un pont là, tu sais, les féministes dénoncent le fait, mais en même temps, je veux dire, oui, les pères veulent plus de droits, mais à la base, la raison pourquoi les femmes se font tout le temps donner la garde des enfants, c'est parce qu'il y a quand même un préjugé envers les femmes de c'est votre rôle de. Puis, tu sais, fait que tout ça est bâti sur du sexisme, mais pour lequel, tu sais, c'est pas comme si les femmes, historiquement, avaient été avantagées par le sexisme qui était à leur égard. Là. Fait que le fait que les hommes soient désavantagés là-dessus, c'est aussi un résultat de ce qu'on attend des femmes. Fait que je sais pas, j'ai l'impression que si... Mais on parlait de dialogue tantôt, là. Ça, c'est le genre de personnes que, puis je veux pas être défaitiste, mais c'est comme... Ils ont tellement construit une réalité parallèle que je sais pas quoi leur dire. Je sais pas comment aller les rejoindre à un endroit, un terrain neutre de réalité là, où on va pouvoir se rejoindre puis essayer de trouver un terrain d'entente. Il y a pas de... Je comprends pas ce qu'ils disent, en fait. Je sais pas. À chaque fois que je parle d'agression sexuelle de femmes, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais les hommes aussi se font agresser. » Je suis comme « Absolument, mais c'est vraiment pas correct. » C'est ça, mais c'est par des hommes aussi. Fait que... et par des femmes parfois. Oui, non, c'est sûr. Ça existe aussi. Mais au-delà de ça, c'est... À quel autre moment que quand on parle d'agression sexuelle de femmes, tu dénonces l'agression sexuelle des hommes? Si tu la dénonces seulement quand il est question d'agression sexuelle de femmes, tu t'en fous, là. C'est pas un sujet qui te tient à cœur. C'est comme l'égalité homme-femme, ça m'intéresse juste quand on parle du voile. Là. Ça, et du test des valeurs. C'est dans le test des valeurs. Mais ouais, pour revenir à ça, moi, c'est un phénomène qui me fascine puis qui, je trouve extrêmement épeurant parce que j'ai vu des gens, bon, pas très proches dans mon entourage, mais des connaissances quand même basculer dans cette espèce de manosphère-là, à triper sur ça, Jordan Peterson, faire comme non, mais tu sais, comme quand tu l'écoutes, c'est quand même pas fou. Ce qu'il dit. Finalement, tu réalises que ce gars-là, c'est comme je sais pas si tu as suivi un peu, là, il est en désintox, puis tu sais, il allait partout dire qu'il avait réglé son anxiété en mangeant juste de la viande. Tu sais, un autre espèce de truc viril stupide, là. On mange juste de la viande, ok, cool. Ça, j'ai réglé mon anxiété avec ça. Finalement, il était ses pills à côté. Fait que, tu sais, comme vous avez une preuve, c'est un menteur, là, un vrai de vrai menteur, un manipulateur. En fait, c'est un marchand, là. C'est un marchand de croissance personnelle masculin. C'est vraiment ça. Puis ça allume pas plus. C'est comme, on y souhaite bon rétablissement, puis c'est pas cool la gauche qui se moque de ça. Puis c'est comme...
qu'est-ce qu'on va faire avec ces pauvres gars-là? Parce qu'ils souffrent à quelque part. Là. Tu vois qu'ils vont pas bien. Là. Ils ont de la misère à prendre leur place dans le monde. Puis ils voudraient qu'on leur fasse une place, mais dans un espèce de monde imaginaire qui est plus possible. Tu sais. Je sais pas comment tu peux regarder les faits puis arriver à la conclusion que vraiment, on vit dans un matriarcat. C'est fucké, je sais pas. Ils t'ont-tu attaqué? J'imagine que tu as été la cible des fois de ce genre de personnes-là parce que, bon, aussitôt que t'es féministe puis tout ça, c'est... Ah, c'est clair. Ouais, c'est clair. Je veux dire, trouve mon courriel, m'envoie des gentils courriels. Je reçois des messages. Ça arrive plusieurs fois par année que je vais fermer juste tous mes réseaux sociaux. Ah ouais, carrément? Oui. Je me gêne plus, là. Je ferme Facebook, Instagram, Twitter, je l'ai fermé pour de bon. Puis je prends c'est une bonne idée, Twitter, c'est la pire poubelle. Je prends comme quelques semaines, des fois 1 mois, 2 mois, où je fais comme non. Si j'ai rien à contribuer de positif, je vais me retirer parce qu'il vient à un moment donné l'envie de descendre aussi bas que les gens qui t'attaquent. Vient l'envie de vraiment les envoyer chier. Puis là, tu te dis, il y a des screenshots qui vont être pris, ça va être partagé, ça va se retourner contre moi. Oui, non, ça vaut-tu la peine? Ça va apporter quoi? Je vais juste... Ah ouais, fait que t'as comme une espèce de bouilloire intérieur, puis quand elle siffle, t'es comme, on ferme tout ça. Mais j'attends même plus qu'elle siffle. J'ai j'ai été, vraiment à terre une fois, d'épuisement, de gestion de tout ça. Ça, genre déprime... Ouais, c'était lourd, là, c'était lourd, puis à un moment donné, ça devient obsessif aussi, c'est comme t'es tout le temps dessus, parce qu'il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps... Fait que j'ai Moi aussi, je pense que j'ai fait une dépression à cause de ça, mais je me suis comme pas avoué ça, mais tu sais, c'est des vagues, puis à un moment donné, ça pèse, puis t'es comme... Puis tu sais, on n'arrête pas de se répéter, ouais, mais on s'en fout, tu sais, je veux dire, c'est des épais, ces gens-là, puis c'est juste qu'ils sont pas bien dans leur vie, ils sont malheureux, puis ça, mais... Veux pas, à un moment donné, on est des éponges, là, puis à un moment donné, c'est à l'intérieur de toi. Moi, c'est comme quelque chose que je vais leur donner, là, comme, mettons, Richard Martineau, Sophie Durocher, je sais pas comment ils font pour tout le temps recevoir de la marde. C'est sûr que ça les affecte. C'est clair. C'est sûr qu'ils sont pas bien, là. Ça se peut pas. Ils sont malheureux, c'est sûr et certain. Tu peux pas ne pas... Ça prend 5 commentaires positifs pour équivaloir un commentaire négatif. Ah ouais? OK. C'est une vraie statistique, ça? Ouais, OK, je savais pas. C'est que le commentaire négatif t'affecte vraiment, vraiment beaucoup plus, sauf que les gens vont vraiment plus prendre le temps de t'écrire quand ils sont en tabarnak que quand ils sont vraiment contents. Ouais, puis quand ils sont contents, c'est simple, c'est comme hey, j'aime beaucoup ce que tu fais, point. C'est ça, t'es comme n'élabore pas. Là, quelqu'un te dit comme t'es un hostie de trou de cul puis je t'haïs, va te noyer, tu sais. Là, t'es comme ah, OK. Mais c'est ça, c'est comme ça s'équivaut pas. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça s'accumule. C'est sûr que, tu sais, il va y avoir le commentaire de trop à la journée de trop, la journée où tu files pas, tu sais. Ou, mais c'est aussi le problème que ça pose de différencier ça de la critique. Mm-hmm. Des fois, la critique légitime, elle est cachée dans un paragraphe de grosse marde. C'est vrai, ça se peut. Des fois, elle est très légitime et respectueuse, sauf que t'en as lu 4 vraiment chiennes avant. Fait que là, t'arrives à celle-là, puis t'es comme « fuck you », tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est aussi ce travail-là de trier sur le volet ce que tu reçois, puis de faire « OK, ça, c'est utile, ça, on le scrape ». Ouais, mais c'est ça, on le dit ça de manière réfléchie puis tout ça, mais comme quand tu es dans l'émotion là, tu patauges dans la marde puis t'essaies de trouver de l'air, t'essaies de trouver une accroche puis tout ça parce que tu sais, je veux dire, tu sais, je pense que ça a dû m'arriver comme 10 fois dans ma vie là, de recevoir une belle critique bien construite, pas haineuse, là, genre « Ah ouais, telle affaire, je suis pas tant d'accord, mais en même temps, je comprends ton point de vue, puis moi, voici ce que je pense, puis en tout cas, je le fais respectueusement, j'aime ce que tu fais. » Ça arrive. Ouais. C'est rare. Oh, oui, c'est pas les commentaires que tu reçois le plus souvent, mais en même temps, tu sais, il y a des artistes qui disent « Ah, moi, les réseaux sociaux, je suis pas là-dessus, je ne lis pas, j'ai aucune idée de ce que les gens disent sur moi, parce que... » Puis je comprends ça, mais en même temps... Moi, je peux vraiment dire que dans les 4 dernières années, le feedback que j'ai reçu m'a aidé. Je veux dire, ça m'a aidé à m'améliorer, ça m'a aidé à me remettre en question. Fait que je trouve ça poche aussi, tu sais, de ne pas profiter de ce lien-là que tu as avec ton public qui te dit... tu sais, des fois, je fais une chronique sur une chose, on me dit « Ah, tu sais, j'ai entendu parler de ça, t'avais-tu entendu que c'est passé telle affaire? » Ouais, ça te nourrit, ou des gens que ça touche, ou des... Tu sais, toutes sortes de... Tu parles trop vite, ça. Il a fallu que je me le fasse dire souvent
pour parler moins vite, mais je trouve que c'est quand même important, tu sais, d'avoir cette communication-là. C'est juste que je comprends aussi qu'à un moment donné, tu te dis, oui, mais est-ce que cette communication-là vaut le char de merde? Ouais. Mais en même temps, tu sais, comme on a... Le vase qui suit les fleurs, ouais, là. C'est ça. Mais on a parlé tantôt, c'est quand même une bonne nouvelle niveau démocratique que tout le monde puisse s'exprimer. Tu sais, comme au travers de ça, il y a des gens qui vont exprimer des affaires super intéressantes, brillantes et nécessaires. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter tu sais, il y a beaucoup d'idiots aussi là, dans le monde dans lequel on vit, puis c'est sûr, eux autres aussi veulent contribuer, puis ils savent pas comment. T'sais. Ça va nous passer aussi, cette espèce de... On est très, très excités par les réseaux sociaux, puis le fait que tout le monde a une parole, puis je pense que, je veux dire, les gens qui sont nés, puis c'était là... ouais. Ils vont pas autant capoter avec ça, puis les choses vont se stabiliser avec le temps. Je pense que les communications vont peut-être se rééquilibrer, mais... Il y a de plus en plus de contenu, fait que c'est aussi de plus en plus de choix de personnes qu'on peut suivre et de paroles qu'on peut entendre. Fait qu'il faut voir le bon là-dedans aussi, mais c'est vrai que je veux dire, c'est un... Ouais, mais là, tu sais, puis on pointe aussi du doigt, mais je veux dire, moi, j'écris des affaires des fois que, tu sais, c'est pas aussi épouvantable que votre pente, là, mais tu sais, c'est des affaires que je suis comme, là, j'étais un petit peu trop sensationnaliste dans ma manière de m'exprimer, ça avait pas vraiment sa raison d'être. Ça t'es-tu arrivé toi aussi de te relire, tu fais que ok, ouais, non, peut-être que ce médium-là, des fois, c'est clair. Il prend le dessus sur moi, puis là, j'embarque dans ce game-là, puis je suis comme. Tout ce que t'absorbes, à un moment donné, il faut que tu le ressortes ou t'es pogné avec, tu sais. Fait que c'est clair qu'il y a ça, et j'essaie vraiment fort, tu sais, de pas arriver là. C'est pour ça que quand je ressens le besoin de, là. Ouais. Moi, je te sens plus zen. Moi, je te suis, là, tu sais. Fait que je suis senti plus zen dernièrement que. Ouais. Je me laisse peut-être moins aller à des endroits qui m'exigent beaucoup d'énergie. Je m'assagis. Ouais. Ça doit être les cheveux blancs. Mais ça fait du bien. Puis je veux dire, une fois que tu décides consciemment d'enlever cette toxicité-là ou de la réduire, ça change aussi ton rapport au monde, ça change la façon dont tu as envie d'aborder les choses. Ça veut pas dire qu'il y a moins de choses qui me frustrent. Mais si je suis pour en parler de manière frustrée, c'est parce que je considère que c'est la meilleure façon de communiquer cette chose-là à ce moment-là. Donc, ça devient un outil et ça devient volontaire. Tu sais, c'est un choix. Donc, je vais l'assumer. C'est vrai qu'on devrait préserver notre colère pour des bons moments parce que ça a beaucoup plus d'impact puis beaucoup plus d'efficacité quand c'est... Sinon, si tu te fâches à tout, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va t'écouter. Il n'y a plus personne qui t'écoute, puis toi-même, tu te prends plus au sérieux, anyway, tu sais. Je pense que si c'est un personnage, il faut l'assumer comme étant un personnage, mais après ça, si c'est vraiment une frustration sincère, ben faut que ça reste sincère et avec parcimonie, mettons, mais non, mais je me fâche pas moins. C'est juste que j'essaie de peut-être justement faire plus dans l'humour et faire plus dans les choses qui m'apportent du positif pour garder cette énergie de colère-là pour les moments où ça s'impose. En ce moment, pour quel sujet t'incubes de la colère à l'intérieur? Pour la CAQ. Ah ouais, mais ça, je me demande, tu sais, comment tu vis comment je vis mon ton gouvernement de la CAQ? Ça, c'est quelque chose pour moi. Tu sais, comme mais c'est un vrai de vrai gouvernement populiste, là, tu sais, comme un gouvernement qui a dit comme l'islamophobie, ça n'existait pas, puis qui est, tu sais, bon, la loi 21, puis tout ça, puis là, ça excite les passions populaires laides, là. On vit quelque chose. Quand même, c'est notre version soft de ce qui se passe ailleurs dans le monde, je trouve, là, parce qu'on est un petit peu... on est québécois quand même, on a un semblant de consensus, là, mais... Ouais, comment tu vis ça? Toi, c'est quelque chose que tu sais, c'est comme regarder un déraillement de train, puis t'as comme... Tu peux rien faire. Fait que tu le regardes, t'es comme, mais c'était clair que ça allait arriver, il s'en venait bien trop vite, le virage. Check ce que tu fais. C'était clair que ça allait arriver. Fait que c'est un peu ça. Puis je pense que dans les derniers mois, je l'ai vécu vraiment comme de la tristesse. Ah ouais? Hein? Tu sais, c'est vraiment passé de la colère à la tristesse parce que pendant des années, on était comme on veut pas que ça devienne comme en France, on veut pas que ça devienne comme en France, alors que le contexte est pas comparable. Tu sais, la relation de la France avec ses anciennes colonies, c'est pas la même chose que la relation du Québec avec des immigrants économiques qui sont triés. Tu sais, c'est pas du tout. Il y a pas les cités, tu sais, les ghettos qu'il y a en France qui durent depuis des générations. Il y a pas, c'est vraiment pas le même contexte. Puis là, à force de dire on veut pas que ça soit comme en France, on a fini par mettre en place tout ce qu'il fallait
pour que, pour que ça pète. Pour que ça le devienne éventuellement. Tu sais, si les gens qui arrivent avant même de pouvoir apprendre la langue, avant même de pouvoir se trouver une job, sont discriminés au logement, s'en vont vivre dans les mêmes quartiers où les propriétaires sont des gens de la même appartenance ethnique, eux vont les... Ben oui. Bonjour la ghettoisation. Tu sais, si tu sais que les autres veulent pas de toi, tu vas aller vers ceux qui veulent de toi et c'est terrible. C'est un peu ça, le but. Mélangez-vous pas avec nous autres, le gars. Si vous venez, vous restez dans votre bout, oui, puis vous obéissez à nos... C'est ça, mais ensuite, vous vous intégrez pas. Ben, pour s'intégrer, il faut qu'il y ait un accueil. Il faut que ça vienne des deux côtés. Il faut qu'il y ait une volonté d'intégration. Il faut qu'il y ait une volonté de faire partie de la société. Ouais. Mais ensuite, c'est déjà difficile d'immigrer. En plus, il y a une fermeture, il y a un rejet. Ben, il y a tous les ingrédients. Je veux dire, tu vis de la solitude, tu vis de la précarité, tu as des problèmes de communication, il faut que tu t'adaptes. Nouvel emploi, nouvel entourage. Ben, s'il n'y a pas ce lien-là qui est facile à faire, c'est sûr que tu vas aller vers ce qui est confortable. Ce qui est confortable, c'est d'aller vers ta communauté, dans une communauté. Puis il y a une chose qui arrive aux communautés immigrantes dont on ne parle pas, c'est que, mettons, des parents qui arrivent ici, qui viennent, mes parents qui viennent du Maroc, ben, le Maroc continue d'évoluer. Puis la communauté marocaine va rester coincée un peu dans le Maroc qu'elle a quitté. Ouais, je comprends. Fait que les enfants qui grandissent dans ces familles-là ne seraient jamais capables de retourner dans leur pays d'origine parce que c'est même plus la culture dans laquelle ils ont grandi ici, mais sont rejetés par la culture dans laquelle ils ont grandi. Ouais. Et ce vide identitaire-là, tu sais, c'est exactement ça. L'ingrédient de la radicalisation, c'est de sentir que tu n'as pas ta place dans la société, puis que tu sois ailleurs ou ici, il n'y a pas de place pour toi. C'est fou, tu sais, quand tu as fait tous les efforts, entre guillemets, tu parles la langue, tu as intégré la culture, puis tout ça, puis on te dit non, c'est pas comme ça, c'est pas ça qu'on veut, faut que tu sois complètement... En fait, je sais pas exactement qu'est-ce que ces gens-là recherchent, qu'est-ce que la CAQ veut, c'est quoi un Québécois pour eux autres. Ça a l'air que c'est très... Faut que ça tienne faut que ça tienne en une coupe de valeurs. Puis, c'est juste l'idée que des gens veulent imposer des choses. Je pense que ça, c'est le plus grand malentendu. C'est cette peur de se voir imposer des choses qui ne sont pas compatibles avec qui on est ou qu'on ne veut pas, mais qui vont arriver. Cette peur-là, elle est vraie, elle est présente, elle habite les gens et elle guide leurs décisions, elle guide leurs choix politiques, elle guide leur vote et c'est extrêmement dangereux. Tu sais, puis quand tu regardes, tu demandes aux gens, à ton avis, il y a combien de pourcentage de musulmans? Les gens sont comme 20 30 tu sais. Il y en a 3 C'est fou, là. Ouais. 3 la moitié sont des femmes, fait que ça fait 1,5 puis il y en a 15 sur des femmes qui sont voilées, fait que ça fait comme... Tu sais, ça fait combien de gens pour qu'on fasse genre des lois puis qu'on ait peur que... Mais ça occupe pas 3 de l'espace médiatique. Non. Ça occupe vraiment pas 3 de l'espace médiatique, mais... J'ai peur aussi que ce qui se passe en ce moment, les premières personnes que ça rebute, c'est les gens comme moi qui sont déjà intégrés, qui ont déjà fait leur vie ici. Puis c'est nous le pont entre la société québécoise puis les nouveaux arrivants. Ouais. Fait que si on fait hey, fuck off, ça nous tente comme plus. Je comprendrais totalement. Mais c'est ça, c'est qu'à chaque génération construit son pont entre les immigrants et les nouveaux arrivants. La dernière génération d'immigrants participe à accueillir les nouveaux arrivants. Ouais. Si les gens qui sont déjà intégrés font fuck off parce qu'ils ne se sentent pas respectés, ben ces nouveaux arrivants-là arrivent dans une société qui est divisée, où le climat social est déjà difficile, dans des situations qui sont déjà précaires. C'est comme pas... ça augure pas bien, là. Mais on n'est pas unique là-dessus. Mondialement, c'est un peu ça qui se passe, là, l'espèce de la théorie du grand remplacement, comme c'est quelque chose qui se passait. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec Boucard Diouf, puis on a glissé un mot là-dessus, puis j'ai eu une espèce de réponse vidéo de comment il s'appelle, le gars. Il a fait Zone Franche, puis il a mis en demeure oui. Denis, quelque chose... Alexandre Cormier, machin, chouette. Denis Cormier, ouais. Je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, puis là, il y a une grosse vidéo, il explique c'est quoi le grand remplacement, une espèce d'affaire paranoïaque, là, puis là, il voulait venir au podcast. Puis je suis comme, non, j'ai pas aucun intérêt pour l'espèce de délire paranoïaque comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui... C'est une peur là, des gens, comme que les immigrants vont remplacer notre culture, ils vont mettre ça à leur sauce, on va disparaître. Puis c'est un outil de plein de gens, là, apparemment. Ouais. C'est un outil du Canada anglais, c'est un outil de la mondialisation. C'est comme... tout est mélangé, tout est n'importe quoi.
Mais c'est une peur que j'ai de la misère à... Je sais pas trop d'où ça vient, en fait, parce que, tu sais, je veux dire, mettre la culture, tu sais, comme soumettre sa propre culture, c'est plus nous qui fait ça, les Occidentaux. On fait ça partout dans le monde. Mais c'est ça, c'est que les pays riches ont colonisé, ont pris les richesses de plein de pays, ont contrôlé des systèmes politiques entiers, ont quitté, ont laissé ça de même. Dans la grosse corruption, les systèmes s'effondrent. Puis là, quand les gens quittent ces systèmes-là pour aller cogner aux portes des pays riches parce que dans leur pays, il n'y a plus de ressources, il n'y a pas de job, il y a trop de corruption, ils sont comme « Ah, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, toi, qu'est-ce que c'est plus dans l'autre sens, la question. Ouais. Puis la mondialisation a fait en sorte aussi que tout d'un coup, il y avait une espèce de culture rouleau compresseur qui s'invitait chez les gens. L'anglais est partout, les films américains sont partout. Fait que les gens ont eu une espèce de repli sur leur identité, leur langue et leur culture parce qu'ils avaient l'impression que sans qu'ils le veuillent, il y avait ces cultures-là qui rentraient chez eux. Mais il y a juste, tu sais, partout dans le monde, les pays les plus riches ont besoin d'immigration parce que le taux de natalité a baissé quand les femmes ont arrêté d'être obligées d'avoir plein d'enfants. Fait que les taux de natalité ont baissé, le niveau de vie est hyper confortable, on vit dans le luxe. Pour maintenir ça, ça prend plus de gens, fait qu'on fait venir des gens. Puis il y a juste au Québec qu'on pense que c'est un complot du Canada anglais et des immigrants, puis ailleurs dans le monde, c'est pour maintenir un niveau de vie. Tu sais, là, c'est sûr que vous allez m'écrire. C'est correct. Écrivez-moi, je comprends pas. Mais c'est fascinant. C'est fascinant. Tu sais, souvent, ces gens-là, puis on a jasé un peu dans le char aussi, mais tu sais, ils veulent protéger la culture québécoise, tout ça, tout en... Ils jasent de ça au Tim Hortons, là, puis genre au Burger King, puis ils consomment pas la culture québécoise. C'est ça qui me fait capoter. Ils participent pas, ils parlent mal la langue. C'est comme... Moi, j'en prendrais 1000, là, tu sais, des gens cultivés, je pense que c'est Mehdi Abou Saïdan qui l'avait dit à un moment donné. Il était comme, tu sais, entre moi puis mon ami québécois, tu sais, c'est moi qui les connais. Quand tu apprends quelque chose, là, quand c'est quelque chose de nouveau, tu l'apprends pas comme c'est quelque chose qui est comme légué. C'est comme apprendre une langue qui n'est pas ta langue versus ta langue maternelle. Si tu l'apprends, tu vas l'apprendre avec les règles. Puis ça part d'un endroit de curiosité, en fait. Et tu vas vraiment l'apprendre telle qu'elle elle t'appartient pas. Fait que tu vas l'apprendre en intégrant les règles telles qu'elles sont puis en respectant toutes les limites qu'on te donne par rapport à ça. Alors que quand ça t'appartient, t'es comme plus libre avec. Le lazy québécois. Oh, moi, je suis québécois, je venais de même. Fait que c'est bien correct, tout est bon. C'est comme moi. C'est pas toi qui es le plus vivant dans notre culture. Tu sais, moi, quand on est arrivé, là, la première année après qu'on ait immigré, on a fait le tour du Québec en auto. On a visité. Mes parents ont dû passer un examen d'histoire pour pouvoir avoir leur citoyenneté. Fait que forcément, tu arrives quelque part de nouveau, il y a cet intérêt-là. Oui, il faut que l'intérêt soit nourri. Il faut qu'il y ait cet attrait-là pour avoir envie de le faire. Mais les gens qui sont moi, notre culture, c'est quand la dernière fois que tu es allé voir une pièce de théâtre faite au Québec? Un film les salles ne jouent pas les films québécois. Les salles au Québec refusent de jouer les films québécois, puis il n'y a personne qui fait des manifestations en avant de Guzzo, là, pour dire comment ça se fait que tu la culture québécoise, il faut protéger ça, genre jamais. C'est ça. On va voir les films de Marvel. On a la protection sélective. Les artistes en arrachent. Pierre Lapointe va dire hey, je fais pas d'argent avec Spotify, ça n'a pas d'allure. C'est ça. Ben là, le marché international, puis c'était pas grave de compétitionner. Mais non, c'est bien plus grand que ça. C'est sûr que produire de la culture pour 8 millions de personnes, ça demande des subventions parce que tu as deux choix. Soit tu payes le plein prix, fait que la majorité des gens ne peuvent pas se le permettre, ou sinon tu le subventionnes pour que plus de gens puissent participer à cette culture-là. Fait que si on choisit que, bon, il faut payer 80$ le billet pour aller voir une pièce de théâtre parce qu'il n'y a pas de subvention, ben c'est ça. La culture québécoise, elle ne vivra pas parce qu'il n'y aura pas de gens pour la faire vivre. Hey, on va changer de sujet un peu. J'ai envie de t'entendre parce que il n'y a pas si longtemps, en fait, je pense que c'est le mois passé, il y a eu la journée contre l'obésité, si je me trompe-tu. Puis je t'ai vu parler de ça sur les réseaux sociaux, puis tout ça, puis je t'avoue que moi, c'est pas vraiment un sujet que je maîtrise, tout ce qui est grossophobie, puis tout ça. Toi, c'est quelque chose qui te heurte là, comme journée, c'est quelque chose qui t'agace profondément, je pense. C'est sûr que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est quelque chose qui a fait partie de ma vie, l'entièreté de ma vie, puis sur lequel ma vision a changé beaucoup à travers le temps. Ah ouais? Ouais, fait que mais c'est pas un sujet duquel je parle souvent, justement, parce que c'est quelque chose qui vient me chercher, parce que je sais à quel point
ça affecte la vie des gens. Je sais à quel point cette chose banale, parce qu'on accepte de parler des personnes obèses d'une certaine façon. Je veux dire, que ce soit en humour ou ailleurs, on vit vraiment bien avec le fait de shamer des personnes grosses parce que c'est pour leur santé. Fait que c'est quelque chose qui vient me toucher parce que je le vois autour de moi, je le vois dans le milieu de la télé particulièrement, je le vois à quel point le discours sur le poids affecte la façon dont on pense, puis la façon dont on agit, puis ce qu'on dit, puis tout ça. Mais en fait, je sais pas ça vient d'où, ça, l'espèce de journée contre l'obésité. C'est quelque chose qui a été décidé où? C'est juste au Québec ou au Canada ou c'est mondial? Je sais pas, je dénonçais pas. C'est peut-être la manière de le dire qui est un peu... c'est ça. En fait, c'est juste, tu sais, dans les 50 dernières années, il y a de plus en plus de gens qui ont des voitures. Les gens font de plus en plus de jobs assis. Tu sais, on n'est pas dans les champs en train de chasser ou de planter, de cueillir des choses. Donc, généralement, on bouge moins. Donc, puisqu'on manque de temps, la nourriture processée, le fast-food, tout ça, ça fait partie du quotidien des gens et ces choses-là affectent la santé. Et étant humoriste, tu le sais autant que moi qu'il y a du monde qui vivent comme ça toute l'année à ne pas bouger, manger de la junk, ne pas dormir des bonnes nuits, puis qui vont rester minces toute leur vie. Puis il y a d'autres mondes qui ne mènent pas ce train de vie-là, puis qui vont être gros ou grosses. Fait que c'est juste de dire, le problème, c'est pas le poids, c'est tes habitudes de vie. Si tes habitudes de vie sont mauvaises pour ta santé, ça va avoir des effets sur ta santé, que ça change ton poids ou non. Puis si tu as des bonnes habitudes de vie, ça se peut que ça change ta santé, mais que ton poids reste élevé. Fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on veut que les gens soient en santé ou est-ce qu'on veut qu'ils soient minces? Parce que c'est pas la même chose. Je comprends. Parce que si on veut qu'ils soient minces, forcément, beaucoup de gens vont devoir être en mauvaise santé pour être minces. Parce qu'ils vont prendre des décisions malsaines pour se rendre là. Fait que c'est juste une question de qu'est-ce qu'on veut puis pourquoi c'est présenté comme ça, pourquoi c'est accepté, même si on sait, je veux dire, la science le dit que de prendre le poids, c'est pas un facteur suffisant pour déterminer si quelqu'un est en santé ou pas. Pourtant, c'est comme en médecine, ça t'entends ça, le poids santé, ton poids santé, puis tout ça, c'est comme, c'est vraiment quelque chose qu'on répète souvent. L'indice de masse corporelle et tout ça. Et dans les dernières années, il y a beaucoup de médecins qui le disent. Ça fait des années qu'il y a des médecins puis des nutritionnistes qui disent que la façon dont on parle de la nourriture, la relation à la nourriture qu'on développe chez les gens et même chez les enfants dès le plus bas âge est extrêmement problématique. Ce qui fait que c'est totalement accepté de faire des choses pas saines pour être mince. C'est vraiment, vraiment... Je veux dire, quelqu'un dit « Ah non, moi, je mange pas, je fais un jeûne intermittent, je mange une semaine sur 2. » Puis t'es comme « Ah ouais, ça te donne-tu des résultats? J'ai perdu 10 kilos. » C'est qu'on est rendu hardcore, ces affaires-là. C'est vraiment ça. Puis moi, j'ai eu plusieurs passes dans ma vie. J'ai souffert de troubles alimentaires. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup de poids. Toute ma vie était centrée autour de combien je pesais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à courir. Tu sais, je courais 6 jours semaine. Je courais comme 30-40 km par semaine. Et j'avais pas de vie sociale. J'avais pas de vie tout court. Tout ce que je faisais, c'était organiser ma journée autour de mes repas et de mon entraînement. Parce que, tu sais, là, j'allais me reprendre en main puis j'allais refaire ma vie en étant une personne différente, tu sais. Puis j'ai perdu 60 livres. Et tout le monde autour de moi était comme, c'est donc ben hot, puis t'es donc ben belle. Puis tout le monde a nourri ça alors que j'avais jamais été aussi malade de ma vie. Mais tu sais, malade mentale, là, tu sais, dans le sens que c'est pas normal de faire ça. C'est pas sain, c'est de l'obsession. Fait que d'arriver à lâcher prise là-dessus puis de faire, OK, fait que pour être en santé, il faut que j'aie des habitudes de vie saines. Fait qu'il faut que je bouge, il faut que je mange bien, puis il faut que je dorme bien. C'est pas mal ça, les 3 affaires. Fait que si je fais ça, puis que je porte du 2XL... Pourquoi on m'en parle? Tu sais, c'est quoi? Si on m'en parle encore, ça veut dire qu'on s'en calisse de ma santé. Ce qu'on veut, c'est que je sois mince. C'est pas tant une affaire de santé, effectivement, parce que tu peux, comme tu disais, tu peux avoir des troubles alimentaires, puis si t'es mince, ben comme, hey, ça va bien tes affaires. C'est ça, comme, quelqu'un qui est mince, qui fume un paquet par jour, qui se fait livrer de la poutine à tous les soirs, qui bouge pas, ben sa santé est en danger aussi, tu sais. Puis c'est de trouver une façon de promouvoir la santé, mais sans prendre à partie les personnes qui sont grosses. Puis chez les enfants, tu sais, les enfants, si tu leur parles de leur poids pendant l'enfance, ils ont plus de chances d'avoir un trouble alimentaire puis plus de chances d'avoir un poids qui varie à l'âge adulte. Fait qu'on crée le problème. Tu te prends un enfant de 8 ans qui est un peu gros,
puis tu changes son alimentation, il bouge bien, puis tout ça, ça va augmenter ses notes en maths, mais ça va pas le faire maigrir. Fait que c'est ça aussi, alors que si tu lui parles de son poids, ben il va juste moins manger, il va juste se sentir mal, développer une relation avec la nourriture qui est pas saine. Il va avoir des problèmes de poids et des problèmes d'alimentation et tout ça plus tard, puis t'auras rien réglé. Ouais. Ah ouais, ça, on dirait que je viens d'allumer que oui. Effectivement, probablement qu'on shame des enfants, mais j'étais comme, on dirait que je tombe des nues. Ah ouais, on fait ça, je peux pas croire qu'on fait ça, tu sais, mais je peux le croire. Mais en même temps, c'est ça, on parlait de santé tantôt, c'est comme... Ça, non plus, c'est pas quelque chose qui intéresse les gens pour vrai, parce que moi, j'en fais de la tournée. Je veux dire, je peux juste manger de la pire nourriture qui existe. Là. Il n'existe même pas de vrais restaurants souvent en région. C'est extrêmement difficile de bien se nourrir. Puis, je veux dire, on devrait peut-être interdire tous les produits transformés dans les épiceries. Puis ça, c'est comme c'est une multitude de tout ça. Encore faudrait-il que la bonne nourriture soit accessible. En plus, c'est toute ça la question. Je veux dire, shamer quelqu'un qui mettons que t'es gros parce que tu t'alimentes mal puis que tu bouges pas, mais que tes conditions de vie font en sorte que c'est difficile de bien t'alimenter puis de bouger parce que t'es obligé de faire 2 jobs, tu travailles 60 heures semaine, t'es assis, t'as pas, tu sais, tout ça rentre en compte, fait que même si quelqu'un est gros parce que ses habitudes de vie sont mauvaises, pourquoi on se concentre sur son poids? Je veux dire, si t'es gros parce que t'es hyperphagique, ce qui veut dire que t'es pas capable de t'arrêter de manger, ben le problème, c'est pas que t'es gros, c'est que tu as une maladie. Fait que, tu sais, c'est comme la toxicomanie. Je veux dire, c'est juste que là, tu as une toxicomanie dont l'effet principal, c'est de te faire prendre du poids. Ouais. Les troubles alimentaires, on les veut dans un sens, pas dans l'autre. Exactement. Là, si tu maigris, c'est correct, mais si ton trouble alimentaire te fait grossir, là, fais attention. T'sais. Ouais. C'est une affaire d'image, finalement. C'est comme ça. Ben oui, mais on est quand même une société d'image. C'est des milliards de dollars dépensés à chaque année pour nous vendre des diètes, puis les diètes changent d'étiquette, mais finalement, s'il y en avait une qui marchait, on n'aurait pas besoin d'une nouvelle diète à chaque année. Ouais. Les diètes, ça marche pas. 95-97% des gens qui perdent du poids le reprennent. Ça marche pas. Fait que moi, c'est juste cette frustration-là que j'ai avec... Fois après fois, on prouve que ça marche pas, puis on continue. Tu sais, ça, c'est la définition de l'insanité. Refaire la même affaire en s'attendant à un résultat différent. Puis j'ai l'impression qu'avec le poids, on se permet ça parce qu'étant donné qu'on méprise cette image-là de grosseur, c'est vu comme étant de la paresse, c'est vu comme étant un manque de motivation, c'est vu, tu sais, tout ça. Fait que on a une espèce d'idée de moralement qu'est-ce qui est une personne grosse. Fait qu'on veut pas être associé à ça, on ne veut pas être ça, on veut pas... tu sais, c'est rendu qu'on... Montrer une femme grosse, c'est promouvoir l'obésité. Hey, on se rencontre les jeudis, puis on est comme, comment on pourrait être plus, mettons, tu sais. Ah ouais, c'est le grand remplacement, finalement, aussi. Ah, je le savais. On prend plus de sièges dans le métro. Les revendications, le lobby. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quelque chose, j'y pense, là, puis c'est quelque chose on s'est jamais gêné dans la culture populaire de fat shaming. On fait ça en masse, là, je veux dire, il y a des émissions de, je me rappelle pas c'est quoi, là, perdre du poids, les émissions américaines, des affaires comme, je sais pas, moi, des émissions de Jean Héroldi, puis tout ça, c'est toujours comme te shamer sur ce que t'as l'air, tu sais, puis c'est quand même, quand tu vois ça, tu sais, soir après soir, en regardant la télé, à un moment donné, ça peut être extrêmement nocif pour le discours interne, tu sais, je veux dire, les personnes les plus grossophobes sont les personnes grosses. Ah ouais, hein? On a internalisé le fait de critiquer tout le temps, de tout voir sous la lunette du poids, absolument tout le temps. Fait que c'est de défaire ce discours-là. Puis je veux dire, on parlait de télé tantôt. Dans les salles de maquillage, les loges de télévision, c'est incroyable ce que tu entends dans ces endroits-là. C'est fou, tu sais. Le monde qui arrête de manger pour fitter dans leurs vêtements, les qui se complimentent entre eux parce que, t'as perdu du poids, pas une grosse gastro. Tu sais, c'est pas... Ça va pas, là! Ouais. Non, mais c'est ça. Surtout le show business. Là. Le show business, c'est comme... c'est ça. C'est un milieu d'image, puis c'est comme tu crains ça au niveau supérieur. En terminant, écoute, j'ai envie de t'entendre comme qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir, que c'est quoi les projets que tu sais, parce qu'on a parlé un peu que tu voulais t'explorer la scène. Tu veux-tu te lancer un peu dans le circuit humoristique là, tu sais, comme les soirées d'humour, tout ça, ou c'est quelque chose que tu veux faire un petit peu plus en parallèle pour plus rester près de ce que tu as envie de faire? Je sais pas, parce que je vais commencer par le faire parce que là, ça fait un petit bout que j'en parle. T'en as fait, je veux dire, t'as fait leur égrave. J'ai fait leur égrave qui était devant public, filmé, tout ça. Mais d'aller faire du rodage, d'aller faire des scènes, j'en ai pas fait. Puis je vais faire ça, puis je pense que c'est après.
que je vais vraiment savoir, tu sais, à quel point je veux m'investir là-dedans, mais c'est définitivement quelque chose que je veux faire. Cool. Mais tu vois, en tout cas, tu vois, moi, je te considère comme une fille qui écrit bien, qui est très minutieuse, très précise là-dedans. Et tu vas voir que la scène, c'est comme... faut que tu te laisses du lousse aussi, tu sais. Ben, c'est exactement ça, c'est mon défi. C'est pour ça que je suis dans le déni. C'est pour ça que je le remets, parce que je suis comme, tu sais, il faut que j'adapte ma façon de faire à la scène. À eux, puis, aux gens. Il faut que tu sois malléable, en fait. Il ne faut pas que tu te stiques sur tes virgules, parce qu'on est bien habitué quand on fait la... freak. Ah ouais, t'as ça, toi? T'as ça en toi? Ouais. Moi, j'aurais écrit mon texte jusqu'à 2 minutes avant, puis, tu sais, 2 jours après, je commence, telle phrase aurait dû être autrement. Fait que, Ouais, mais justement, là, tu peux l'adapter, parce que la scène, c'est ça. Tu fais de quoi, puis c'est jamais parfait, puis là, tu fais comme, OK, ben, je vais pouvoir ajuster ça la prochaine fois, puis à un moment donné, si ça va venir plus près de ce que, dans le fond, ce que tu voulais dire, mais que tu savais pas nécessairement comment tu voulais le dire. Tu sais, des fois, on est vraiment sûr de notre affaire, puis en le faisant, c'est comme, ah non, ça passe pas, le message passe pas, je vais essayer de notre angle, puis là, à un moment donné, tu fais comme, ah mon Dieu! Ça, j'ai hâte de pouvoir avoir une 2e chance de faire les choses. Parce que, ça, c'est pas quelque chose... Puis tu vas voir la réaction des gens sur quelque chose que t'as hâte de voir, parce que souvent on fait nos chroniques, on est à la radio, des fois on le fait devant le public, mais c'est quand même pas la même affaire, puis t'as-tu hâte de il y a des deux là-dedans, dans le sens que quand tu fais quelque chose de poche, t'es à la radio, tu sais. Il y a 2 personnes à côté de toi, tu rentres chez vous, tu sais même pas. C'est ça, t'es comme, bon, s'il y a des gens qui ont roulé des yeux dans leur auto, tu sais. Là, c'est vraiment dans ta face, fait que c'est peut-être un peu plus difficile, mais en même temps, des fois, à la radio, il y a des choses qui te tombent à plat alors que ça aurait fonctionné devant le public. Oui, totalement, je te confirme. Je pense que le bénéfice est aussi grand que l'inconvénient. Écoute, je te souhaite beaucoup de succès là-dedans, Manal. Merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. Plaisir.